que ça va changer. Vous avez fait la même chose. Bien, asseyez-vous. Allez-y. Bien, tout le monde est là. Alors, vous vous levez, s'il vous plaît, Kevin, Ahmed et Sonia. Vos parents sont là, je vais vérifier. Tes parents, Kevin? Ils sont pas là. Pourquoi sont-ils pas là? Parce qu'ils ont été touchés par la citation. Pourquoi sont-ils pas là? Je leur ai dit de pas venir. Pardon? Je leur ai dit de pas venir. Ça Tu regarde as que dit à moi. tes parents de ne pas venir. Oui, exactement. Et ils t'ont obéi. Ils m'ont pas obéi, ils ont respecté ma décision. Oui, ça revient à dire que c'est toi qui as décidé. D'accord. Ok, on en tirera les conséquences. Sonia, tes parents sont là? Ma mère. Je crois que ta mère est là. Madame est là et son mari est toujours en vadrouille, je suppose, sur les routes. Hein, toujours routier. Ahmed, tes parents? Ma mère est là. Ta mère est là. Madame est là. Merci. Asseyez-vous. Bien, Michael est là et le père. Ah non, vous tous les trois, vous vous levez. Ne vous asseyez pas. Bien, jeunes gens, vous allez être jugés sur ce que vous avez fait ou pas fait, sur ce que vous étiez au moment des faits, sur ce que vous êtes devenus. Donc, on va instruire ce procès en deux phases. D'abord, on va se préoccuper des faits qui vous sont reprochés, puis ensuite, on parlera de votre personnalité. On va commencer par les faits. Je vais vous dire ce qui vous est reproché et ensuite, on va instruire cette affaire. Alors, il vous est reproché à Kevin et à Sonia d'avoir, pendant plusieurs mois, extorqué de l'argent à ce jeune Michael, et puis ensuite, tous les trois, à Kevin, Sonia et Ahmed, d'avoir, pour exercer des violences, porté des coups sur la personne de Michael, qui est un mineur de moins de 15 ans et dont il est résulté moins de 8 jours d'incapacité de travail. Alors je souhaiterais, monsieur le procureur, que vous rappeliez à ces jeunes ce qu'ils risquent. Oui, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, en application de l'article 312.2 du Code pénal qui est visé, aujourd'hui, ces jeunes encourent une peine de 10 ans d'emprisonnement si l'excuse de minorité n'était pas retenue. J'insiste pour dire que la réalité juridique et humaine de ce qui a été commis par eux est en réalité un crime qui fait encourir pour des majeurs une peine de 15 ans de réclusion criminelle. Bien, merci monsieur le procureur. Donc vous avez retenu que si le procureur et moi-même, comme juge d'instruction, nous avions, j'allais dire, fait du juridisme très fort, nous aurions pu retenir une qualification criminelle à votre encontre et que la peine de prison encourue aurait pu être de 15 ans. Mais elle est déjà de 10 ans, divisé par 2, 5 ans. Bien, alors nous allons instruire cette affaire. Tu t'assois, Ahmed, et vous asseyez tous les trois, d'ailleurs on va commencer par Michael. Alors, Michael, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu as vécu pendant plusieurs mois et ce qui s'est passé le 15 mai? Alors d'abord, qu'est-ce qui s'est passé pendant plusieurs mois dans ton école? Comme vous le savez, Kevin et Sonia m'ont racketté. Alors, qui t'a racketté très, très précisément? C'est Kevin ou c'est Sonia ou ce sont les deux ensemble? Ce sont les deux ensemble. Ils étaient là à tous les coups? Oui. Alors, raconte-nous comment ça a commencé. Je te rappelle que je ne te fais pas prêter serment parce que tu as moins de 16 ans, et deuxièmement parce que tu es victime, mais tu dois dire toute la vérité. Tu sais que sur certains points, il pourra y avoir des contestations. Alors, raconte-nous précisément comment ça a commencé, cette histoire. En fait, ça a commencé il y a plusieurs mois, et c'est Kevin qui m'a demandé de l'argent avec Sonia. Il était accompagné de Sonia. Alors, il est venu comment? Il a fait pression sur toi? Non, ou il t'a dit, est-ce que tu ne pourrais pas me prêter de l'argent? Voilà, il m'a demandé s'il ne pouvait pas me prêter de l'argent. Donc moi, j'ai accepté. C'est précisément... Alors, tu lui as prêté? Oui, je lui ai prêté. Tu lui as prêté combien? À peu près 10 €. Une fois? Plusieurs fois? Une fois, je lui ai prêté. Et quand je lui ai redemandé le lendemain, premièrement, il n'a pas voulu me les rendre. Et deuxièmement, il m'a donné un coup de poing dans la figure. Donc, au bout de la deuxième fois, de la troisième fois, tu as vu que c'était plus de l'emprunt, c'était... Oui, en fait, la pression qui était faite sur toi. Est-ce qu'ils t'ont, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, est-ce qu'ils t'ont menacé ou est-ce qu'ils t'ont fait craindre quelque chose? Oui. Ils t'ont dit quelque chose? Ils t'ont dit, par exemple, on va te frapper ou est-ce que c'est leur attitude qui a été menaçante? Les deux, ils m'ont dit qu'ils allaient me frapper si je disais quoi que ce soit à mes parents ou à mes amis ou à mes professeurs ou à tout le monde. D'accord. Est-ce que dans tous les cas, ils étaient tous les deux ensemble? Oui. Parmi les deux, je crois que tu connaissais surtout Sonia. C'est pas Sonia qui avait été à l'école avec toi? Si, l'année dernière, on était dans la même classe. Et Kevin, tu connaissais pas? Je le connaissais de vue. Il m'avait parlé 2 ou 3 fois.
D'accord. Donc ça s'est passé pendant plusieurs mois, donc depuis la rentrée scolaire, tu n'en as jamais parlé à tes parents. Tu n'en as jamais parlé à tes copains. Non. Tu n'en as jamais parlé à quelqu'un à l'école. Est-ce qu'on peut dire que tu n'en as jamais parlé à quelqu'un, soit tes parents, soit des enseignants, soit des copains, parce que tu avais peur? Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 15 mai? Puisque le 15 mai, ça a dégénéré. Oui. Alors, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé ce jour-là. En fait, 8 jours avant, je leur avais dit que je voulais plus leur prêter d'argent. Et il s'est rien passé donc pendant 8 jours. Là, tu leur as dit que tu voulais plus leur donner de l'argent parce que c'était plus un prêt. Tu avais compris depuis longtemps que c'était plus un prêt. Hein. Donc tu voulais plus leur donner de l'argent. Alors? Je me suis enfui en courant après et puis j'ai cru que ça s'était calmé parce que je les ai plus re-rencontrés dans les 8 jours suivants. Mais 8 jours après, donc, et je les ai rencontrés. Tu les as rencontrés où ça? À l'école? Ça se passait à l'école ou ça se passait en dehors de l'école? Ça se passait en dehors de l'école d'habitude et donc ce jour-là, ça s'est passé dans l'école. Dans l'école? Ils m'ont attrapé par derrière. Et il y avait des gens qui étaient là? Il y avait des témoins ou des copains à toi ou des professeurs ou des surveillants Non, il n'y avait personne. Donc ils ont fait ça au grand jour, sans rien craindre. Ils t'ont pas embarqué dans un coin, non? Si, ils m'ont traîné dans un coin et ils m'ont frappé. Alors quand ils t'ont frappé, alors d'abord ils étaient combien? 3. 3. Mais tu as dit à la police, et puis tu as dit devant moi quand j'ai instruit cette affaire, qu'en fait ils étaient 4. Il y en avait un quatrième mais je l'ai pas qui très faisait bien le... vu. Pardon? Je ne l'ai pas très bien vu, le Tu quatrième. ne l'as pas bien vu. Mais il y en avait un quatrième qui faisait le guet. On sait que c'est Nicolas, le frère de Kevin, qui a fait l'objet d'une prise en charge par le procureur de la République. Alors, 3 t'ont agressé concrètement. Hein? Oui. Alors, est-ce que ce sont bien ces 3-là qui t'ont agressé? Kevin, c'est sûr, Sonia, c'est sûr, et Ahmed aussi. Donc, tu es sûr que ce sont bien ces 3-là? Pas de problème pour toi? Parce que tu sais que tu as un peu hésité. Devant les policiers, tu as mis très concrètement Ahmed dans le bain en disant que c'était l'un des 3 agresseurs. Et tu disais que la personne qui t'avait agressé était plutôt beurre, avec un accent très prononcé. Et puis après, lorsque je t'ai entendu et réentendu dans l'instruction, tu étais un petit peu moins précis. Aujourd'hui, tu dirais quoi? Tu dirais que tu es sûr que c'est Ahmed? Non, j'en suis ou pas que sûre à tu 100%. hésites? J'hésite et j'en suis pas sûre à 100%. Tu hésites et tu n'es pas très sûr. Non. Mais tu dirais que c'est plutôt lui ou vraiment tu doutes beaucoup? Je sais plus, j'en suis... Parce que tu étais très sûr de toi devant les policiers. Alors, je voudrais te poser une question quand même. Tu sais qu'ils ont été placés sous contrôle judiciaire, ils n'avaient pas le droit de te rencontrer pendant toute la phase d'instruction. Est-ce qu'ils ont tenté de te voir? Est-ce qu'ils t'ont vu? Non. Aucune pression n'a été exercée sur toi pendant toute cette période? Non. D'accord? Voilà. Est-ce que tu as autre chose à... Alors, attends, je vous donne bien un détail important. Donc, ils t'ont agressé, ils t'ont frappé. Qui a commencé à te frapper? Comme je vous l'ai dit, Kevin, la première fois, m'a donné un coup de poing quand je lui ai redemandé de me prêter mon argent, mais sinon, ils étaient toujours tous les deux avec Sonia. Est-ce que Sonia... Non, je parle de l'agression du 15 mai. Oui. Le 15 mai, Kevin t'a frappé. C'est lui qui a commencé à te frapper? Ou c'est Non. Sonia? En fait, Sonia, je sais pas, je l'ai pas trop vue me frapper. J'ai surtout vu Kevin et donc, je crois, une autre personne. Et peut-être Alors, Farid. je vais essayer de résumer ce que tu dis pour vérifier si j'ai bien compris. Tu dis que le 15 mai, à coup sûr, Kevin t'a frappé. Oui. Que Sonia t'a certainement frappé, mais tu as plus un grand souvenir de ce qui s'est passé. Et tu dis qu'il y avait un 3e personnage. Tu étais sûr que c'était Ahmed lorsque tu es entendu par la police, et actuellement tu es un petit peu moins sûr. Un détail quand même. Ahmed, tu le connais d'où? Tu le connaissais? Tu l'avais jamais rencontré? Non. C'était la première fois que je le voyais. Parce que comme tu as été précis à la police, ça veut dire que tu le connaissais quelque part ou tu l'as reconnu. Si tu ne le connaissais pas avant, tu l'as reconnu lorsqu'on te l'a présenté à la police. Ça m'a paru un petit peu familier et je me suis remémoré un petit peu les événements dans ma tête, même si c'était très dur. Mais... D'accord. Bien, moi j'ai fini de te poser des questions. Est-ce que vous avez des questions, madame, monsieur, à poser à Michael? Non, je sais pas bien. Monsieur le procureur, est-ce que vous avez des questions à poser à ce jeune homme sur les circonstances à la fois du racket et puis de cette agression?
Il n'y a pas de question, Monsieur le Président. Alors j'allais oublier un détail important. Donc tu as été blessé, je crois que tu as eu le bras abîmé. Ouais. Tu es resté combien de temps à l'hôpital, tu te souviens? Environ Après 3, 4, 5, je sais 3, 4, 5 jours? À peu près, ouais. Bon, et tu as mis combien de temps à récupérer? Bah, moralement, je suis toujours pas récupérée. Et, bah, physiquement. Tu veux dire que tu as toujours peur? T'as peur de quoi? T'as peur d'être à nouveau agressé? Eux, ils n'ont rien tenté depuis? Non. Personne d'autre a tenté de t'agresser? Non. D'accord. Et tu as repris ton école au bout de combien de temps? 8 jours? 15 jours? 8 à 15, 8 jours. D'accord. Bien, alors on va en rester là pour l'instant. Alors, les jeunes. Alors, Kevin, tu te lèves, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que tu as à dire sur ce racket et sur cette agression? D'abord sur le racket. Est-ce que tu as effectivement racketté ce jeune pendant plusieurs mois? Bah oui, je vous l'ai déjà dit. Oui. Alors, j'aimerais bien que tu précises, notamment à destination de mes assesseurs et de monsieur le procureur qui tout à l'heure va avoir l'occasion de tirer les conséquences de tes propos et de ton attitude. Pourquoi tu as racketté ce jeune? Pourquoi? Voilà, je lui ai demandé qu'il me prête de l'argent, et puis ça a mal tourné. Alors, on a beaucoup utilisé le mot prêter, emprunt, mais en fait, c'est pas un emprunt, tu lui as piqué de l'argent. Tu n'avais aucune intention de lui rendre. Aussi, si, au début, je devais lui rendre. Et comment tu lui aurais rendu, puisque tu nous as dit pendant l'instruction que tes parents t'en donnaient pas et que tu n'avais aucune source de revenus. Donc, tu n'avais pas d'argent, tu en avais besoin, tu t'en es procuré, mais tu ne pouvais pas penser pouvoir le restituer. Mais si, mais peut-être, j'aurais pu. Qui a eu cette idée de se procurer de l'argent de cette manière-là? Bah, Sonia et moi, quoi. Parce que toi, tu ne le connaissais pas, Michael. Non. Donc c'est Sonia qui t'a indiqué Michael comme étant une victime possible, puisqu'elle pensait que lui, parce qu'il avait des parents apparemment un petit peu fortunés, vous pensiez qu'il avait de l'argent et plus d'argent que vous. Donc c'est elle qui t'a enseigné Michael. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir exercé des violences sur lui pendant plusieurs mois? Pour moi, non. Ben, comment tu appelles le fait à plusieurs de faire pression sur quelqu'un pour qu'il vous remette un bien, l'espèce de l'argent, qu'il n'aurait aucune envie ni aucune raison naturelle de vous remettre? Est-ce que c'est pas ça, exercer des pressions? Mais si vous le dites. De toute façon, c'est bon, je veux dire, voilà, quoi, vous savez, j'ai fait une connerie. Maintenant, j'attends. Tu attends quoi? Bah, j'attends que vous me mettiez cette sanction. Ah non, attends, c'est pas si simple que ça. D'abord, il faut vérifier exactement ce que tu as fait, quelle conscience tu as de ce que tu as fait, quelle idée maintenant tu t'en fais. Est-ce qu'effectivement, tu as conscience d'avoir fait une bêtise et sous-entendu, tu ne recommenceras pas? C'est pas si simple que ça. Le tribunal ni le procureur ne sont pas des machines à distribuer des peines. Alors, le 15 mai, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez agressé ce jeune? Pendant plusieurs mois, vous lui avez demandé de l'argent, il vous l'a donné. Pourquoi vous l'avez agressé? Bah, vous l'avez dit tout à l'heure, il en donnait plus, donc voilà. Voilà quoi, ça te paraît normal de... Bah, c'est pas que c'est normal, je sais que c'est pas normal, mais à quoi ça sert de d'épiloguer pendant des heures? On n'épilogue pas, on est en train de te juger. Il faut que tu rendes des comptes. Et à la limite, c'est une punition. Le fait de rendre des comptes, c'est déjà une punition. Ouais, Que bah, tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Alors, question. Pourquoi tu frappais ce jeune? super votre question. Ouais. Pourquoi je l'ai frappé? À vrai dire, j'ai pas trop réfléchi, je l'ai vu, je me suis dit tiens. Tu fais une tête ou deux têtes de plus que lui. Logiquement, tu peux faire pression sur lui, tu peux le menacer, mais tu n'es pas obligé de passer à l'acte. Tous les gens qui menacent ne passent pas à l'acte. Pourquoi tu l'as frappé? Moi, je suis passé à l'acte. D'accord. Vous étiez combien? On était 2. Non, vous étiez 3. Oui, voire enfin 4. 3. Ton frère Nicolas était là. Tu sais aussi bien que moi que ton frère Nicolas était là. Sur Michael, mais lui, il faisait le guet. Sur Michael, vous étiez 3. Oui, c'est ça, on était 3, mais Alors, comme je voulais déjà. Sonia, tu as dit à l'instruction devant moi que Sonia tapait pas mal. Elle t'a même fait peur d'ailleurs. Je ne sais plus la formule que tu as prononcée ce jour-là, lorsque je t'ai entendu, mais tu as eu peur de la violence de Sonia sur J'ai Michael. pas dit que j'avais eu peur de la violence de Sonia, j'ai juste dit que voilà, c'est limite si elle avait pas pris son pied à le frapper. T'as pas utilisé l'expression avoir pris son pied. Mais enfin, moi j'ai retenu que tu avais eu peur. Alors, il y en avait un troisième qui était avec vous. Qui était ce troisième homme?
Ou cette Oui. troisième femme. Je vous l'ai déjà dit, j'ai rien à dire sur le troisième. C'est tout. Tu sais qu'Ahmed a été mis dans le bain. Est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui qu'Ahmed n'était pas le troisième homme? Je vous l'ai déjà dit, j'ai rien à dire là-dessus. Pourquoi tu ne veux pas exclure que ce soit Ahmed? Ni tu l'accuses, ni tu dis, ni tu l'innocentes. C'est surprenant pour le tribunal. Oui, mais c'est plus mon problème, ça. C'est ton problème. C'est peut-être, comme vous dites, mon problème, mais à vrai Non, dire... c'est une question. Non, non, c'est non, ton justement, je m'en fous. Je comprends très bien que tu ne dises pas qu'il était là. Mais alors, Mais tu devrais pouvoir dire s'il n'était pas là, qu'il n'était pas. Parce qu'en ne disant pas ça, tu l'enfonces littéralement. Tu le couvres. Alors pourquoi? T'as peur? Qu'est-ce que tu as à lui reprocher? Qu'est-ce qu'il t'a fait? ah, mais je n'ai rien à dire. Ouais, tu vas leur dire que j'étais pas là, ça m'énerve là. Pourquoi tu mens comme ça? Dis-leur que j'étais pas là. Ça m'énerve là. Est-ce que sur la participation de Kevin, madame, monsieur, vous auriez des questions à poser? La partie civile, non? Pas de questions? Monsieur le procureur, vous auriez des questions à poser à ce jeune homme? Pas de questions, Pas de Monsieur questions. le Président. Tu t'assois. Sonia, te lève. Alors explique-nous pourquoi tu as participé à la fois à ce racket et à ces violences. Alors, quelles étaient tes relations avec Kevin à l'époque? Bah, je sais pas, on était bonnes amies. C'était un copain. Voilà, on était C'était amis. un copain à toi. Oui, on C'était était pas ton copains. copain, mais c'était un copain à toi. Oui, Alors il t'a dit qu'il avait besoin d'argent. ouais. Alors, bon, comment ça t'est venu à l'esprit de lui dire, bah, tiens, il y a une solution, on va racketter, ou tu vas racketter Michael? Pourquoi ça t'est venu comme ça à l'esprit? Il y a peut-être d'autres manières de gagner de l'argent. Ouais, bah ouais, mais je sais pas, c'est. Voilà, je me rappelais de Michael. Il m'avait dit que ses parents leur passaient beaucoup d'argent. Voilà, c'est tout. D'accord. C'est tout. Enfin, ça paraît, à vous écouter l'un l'autre, ça paraît normal qu'on a besoin d'argent, on va le prendre là où il est, et éventuellement on va forcer les gens. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est banal. Il y a d'autres manières de gagner de l'argent. Moi, je connais nombre de jeunes comme toi, à vos âges, lui a 17 ans, toi tu as 14-15 ans, qui font des petits boulots le samedi, le dimanche, qui gagnent un petit peu d'argent, qui rendent service. Ils ne raquettent pas les gens. Ok, donc toi, pour la première idée qui te soit venue, c'est de dire à ton copain, tiens, il y a une solution, on va racketter. Alors justement, pourquoi toi tu y as participé? Parce que tu aurais très bien pu lui dire, je te dis ce qu'il faut faire, mais pourquoi tu y participes toi? Avec les risques que tu encours. Bah, j'avais besoin d'argent moi aussi. Toi aussi Et... Toi aussi. Oui. D'accord. Donc c'est pas simplement pour lui rendre service, c'est aussi pour te rendre service. Oui. Quand Michael dit que pendant plusieurs mois, vous lui avez demandé une dizaine de fois une dizaine d'euros, c'est vrai? Ouais, peut-être approximativement. Enfin, tu ne le contestes pas. Je ne sais pas si c'est 8, 9 ou 10 fois, mais tu ne le contestes pas. Alors le 15 mai, pourquoi vous en êtes pris à lui? Et toi, pourquoi tu as participé à cette agression? Je sais pas, on avait bu un peu de bière avant de venir et voilà, ça nous a énervés qu'ils veulent plus nous donner de l'argent et... Qu'est-ce que tu appelles boire un peu de bière? C'est une canette, 2 canettes, un pack? je sais pas, 3 ou 4 canettes. Tu sais pas grand-chose. Hein. Toutes tes phrases commencent par « je sais pas ». Qu'est-ce que tu as dit alors? Une canette, 2 canettes? 3 ou 4 canettes. D'accord. Et vous buviez souvent de la bière? Non, ça nous arrive de temps en temps, mais non, c'est... La bière à 14, 15, 16 ans, c'est surprenant. Est-ce que tu dirais que vous étiez sous ou bien parti? Non? Non. Tu ne te réfugies pas derrière la bière pour dire c'est une excuse. Non. Alors il paraît que d'après Kevin, tu as frappé sévèrement Michael. Michael ne s'en souvient plus. Qu'est-ce que tu aurais à dire? Il dit même que tu as pris ton pied. Que quelque part, tu as pris donc du plaisir à frapper. Ça paraît surprenant pour une jeune fille comme toi qui paraît tout à fait sympathique. Je vous dis que j'avais bu un peu de bière, je savais plus trop ce que j'étais en train de faire, donc voilà. Et... Attends, tourne pas autour du pot. Est-ce que tu admets avoir frappé Michael? Oui. Tu as déjà été amené à frapper des gens, à te bagarrer avec des gens? Non. Alors pourquoi ce jour-là, la première fois? J'en sais rien. T'en sais rien. Alors encore, tu sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, finalement, de tout ça? De l'attitude que tu as eue sur l'ensemble de cette séquence, là, pendant plusieurs mois, et puis finalement, le 15 mai. T'en penses quoi?
Non, mais je regrette ce que j'ai fait. Alors, autre question pour en terminer. Le 15 mai, vous étiez donc 3 plus Nicolas qui faisait le guet. Tu as dit à la police, et même devant moi pendant l'instruction, que le 3e était Ahmed. Aujourd'hui, tu nous dis quoi? Et après, tu es revenu sur ta déclaration. C'était pas Ahmed. Alors pourquoi, d'abord, nous as-tu dit que c'était Ahmed la première fois? Parce que j'ai voulu me venger, mais c'était pas lui. Tu as voulu te venger de quoi? Parce que il y a quelques mois, on était sortis ensemble et il m'a largué comme ça et j'avais pas compris et j'ai voulu me venger. C'est une vengeance en lui faisant risquer 5 ans de prison. C'est quand même une sacrée vengeance. C'est pas très sympathique quand même. Tu donnes des idées de mauvais coups à tes copains, tu y participes, tu agresses, et en plus tu essaies de faire plonger ton ancien petit copain, tout ça par dépit. Tu commences sur des bases élevées quand même. Hein. C'est pas très amusant, c'est pas une belle image de toi que tu veux donner. Donc tu dis c'est par vengeance. Alors pourquoi aujourd'hui tu te repens? Pourquoi aujourd'hui tu dirais que c'est pas lui? Parce que je vous dis que j'ai dit n'importe quoi. Voilà, c'est tout. J'entends bien ce que tu as dit, mais pourquoi changes-tu de point de vue? Qu'est-ce qui te fait changer de point de vue? Tu n'as plus envie de te venger de lui? Tu as mesuré que c'était gravissime ce que tu faisais? Je me suis dit, il pourra toujours te demander des comptes pour l'avoir accusé et lui avoir porté préjudice, hein, puisqu'aujourd'hui il est quand même sur le banc des accusés. S'il est reconnu innocent, il pourra te poursuivre pour dénonciation calomnieuse. Question, pourquoi tu changeais de point de vue? Parce que je vois pas pourquoi j'aurais gardé ce point de vue, étant donné que c'était pas lui qui était... Enfin, il n'était pas là, c'est tout. Surtout, c'est pas très crédible, parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi tu l'as mis en cause, et aujourd'hui, pourquoi tu reviens dessus. Tu dis, voilà, c'est comme ça. Tu expliques pas. Tu dis, c'est comme ça. Je l'ai accusé un jour, je l'accuse plus aujourd'hui, mais tu donnes aucun élément pour justifier ton changement d'attitude. Je me suis rendu compte... On verra ce que le tribunal en pensera après, mais... Parce que monsieur le procureur en pensera aussi, mais pour l'instant, moi, je comprends pas. Je me suis rendu compte que c'était pas bien ce que j'avais fait. C'était pas bien que je le dénonce si c'était pas lui, donc... C'est sûr. C'est sûr. Bien. Est-ce que vous auriez des questions à poser à cette jeune fille, madame? Non, monsieur le Président. Monsieur le procureur, Pas de question, monsieur le Président. Bien, tu t'assois. Alors, Ahmed, tu te lèves, s'il te plaît. Alors, toi, tu n'es pas accusé d'avoir participé aux raquettes, tu es simplement accusé d'avoir participé à la séquence du 15 mai où Kevin a été agressé par 3 personnages et puis un 4e qui faisait le guet. Alors, est-ce que tu reconnais l'avoir agressé ou est-ce que tu maintiens que tu ne l'as pas agressé? Ouais, je maintiens, c'est pas moi. C'est pas toi. Pourquoi t'accuse-t-il alors d'après toi? Pourquoi t'a-t-il mis en cause? T'a-t-il reconnu formellement? Je sais pas. Il t'en veut pas. Tu le connais. Vous êtes des ennemis. Apparemment, il y a une différence d'âge entre vous. Vous ne fréquentiez pas. Non, Tu ne le connaissais pas. Non. Alors, prenons le problème autrement. Si tu n'étais pas là, c'est que tu étais ailleurs. Ouais, j'étais ailleurs. Tu étais où? Ouais, quelque part, ça vous regarde pas. Ah si, ça me regarde. Enfin, ça me regarde surtout toi, parce que celui contre qui éventuellement le procureur va requérir, c'est toi. Donc tu as intérêt, j'allais dire maintenant, à... Ouais, si vous voulez, j'étais en ville, mais de toute façon, ça va vous servir à quoi? Elle vous a dit que c'était pas moi. Ah non, moi, ça ne me servira à rien. Ce qui est en cause, c'est éventuellement une condamnation contre toi. Ton intérêt maintenant, puisque tu es mis en cause par Michael, tu as été mis en cause par Sonia, tu es poursuivi. Donc maintenant, il te revient d'essayer de démontrer que tu étais ailleurs. Pour l'instant, je dirais que la balle est dans ton camp. Tu es présumé innocent, c'est vrai, mais il y a des charges qui pèsent sur toi. Donc il faut que tu les combattes, ces charges. Non, mais j'étais en ville. Tu étais en ville, ok. Mais tu étais où? Est-ce que tu peux nous dire où tu étais, avec qui tu étais? Ça s'est passé il y a maintenant plusieurs mois, donc tu as eu l'occasion de t'expliquer à la police, devant le juge que j'étais. Je l'ai déjà dit, j'étais tout seul. Pardon? J'étais tout seul. Oui. Mais tu n'étais pas tout seul dans la ville, comme ça. Si, tout seul dans un bar. Bon, moi, ce que je retiens, c'est que tu ne nous avances rien pour dire où tu pouvais être si tu n'étais pas là, et que tu donnes même l'impression de ne pas faire le moindre effort pour essayer de démontrer. Si je vous dis que j'étais dans un bar, je vous le dis où j'étais. C'est déjà une bonne chose que tu sois dans un bar. Enfin, une bonne chose. Pour toi, pour ta défense, hein, le fait de fréquenter les bars, c'est pas obligatoirement une bonne chose. Pour boire un café, je vois pas ce que ça fait. C'est vrai. Pour ça, il faut voir ce que tu faisais dans ce bar. Quel bar?
Bah, un bar en ville, je me souviens pas du nom. Alors, il n'y a pas 90 000 bars dans ta ville, voyons. Puis à cette heure-là. Bah, vous cherchez, puis vous demandez. En pleine journée dans un bar, Ouais. l'agression s'est passée à quelle heure, Michael? Ça s'est passé dans la matinée. Dans la matinée. Donc dans la matinée, tu étais dans un bar. Mm. D'accord. Et tu ne peux pas nous dire le nom de ce bar. C'est pas mon habitude de regarder le nom des bars où on rentre. C'est pas ton habitude. Bon, écoute, il faudra quand même, la prochaine fois qu'il t'arrivera des gros problèmes judiciaires, il faudra quand même que tu fasses des efforts pour rechercher. Bien, donc je te fais observer par ailleurs, on en reparlera tout à l'heure lorsqu'on instruira sur ta personne, que tu as déjà été condamné pour des faits analogues. C'est du passé. C'est du passé, mais du passé qui peut aussi éclairer... Ouais, mais je me suis arrangé depuis. Hein. Tu t'es arrangé depuis. Bah, Donc je vois justement, pas à quoi dans ça un- me servirait de faire ça. Non, mais toi qui as un peu l'habitude de la justice, et puis tu vois les risques que tu peux encourir, c'est important pour toi d'apporter des éléments permettant de te disculper. Tu ne les apportes pas aujourd'hui. Après Ah, plusieurs je mois vois pas- Je d'instruction, vois pas quoi vous dire. tu ne vois rien. Bien, moi je n'ai pas d'autres questions à te poser. Madame, vous aurez des questions? Monsieur, vous voudriez poser une question? Oui, moi je voudrais poser une question à Ahmed. Je m'étonne que pendant les 3 ou 4 mois d'instruction, tu n'aies pas fait l'impossible avec ton défenseur pour essayer de trouver ce bar dont tu nous dis maintenant que tu ne sais plus où il est. C'est quand même un peu curieux, ça, non? Ah, c'est curieux, non? Pourquoi C'est pas n'y as-tu curieux. pas fait? Ah, c'est un bar, c'est tout. Je me souviens plus du nom. Point final. Hein. De toute façon, j'ai rien besoin d'autre de dire. Vous n'êtes pas meilleur que moi, monsieur l'assesseur, pour le faire parler. Monsieur le procureur de la République, vous auriez des questions à poser à ce jeune? Je n'ai pas de questions à poser à ce jeune, Monsieur le Président. Alors, assieds-toi, Ahmed. Bien, alors, on vient de voir ce qui vous était reproché. Maintenant, on va essayer de s'arrêter quelques instants sur vos personnalités. Alors, Kevin, tu te lèves, s'il te plaît. Alors, je rappelle donc que tu avais 17 ans au moment de ces faits. Tu es le troisième d'une famille de 5, d'accord? J'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est important pour montrer un peu... Tu enlèves tes mains de tes poches, s'il te plaît? Même pour remonter ton pantalon qui tombe, tu prends des bretelles, mais pas tes mains. Donc, j'ai oublié de rappeler tout à l'heure, lorsqu'on a instruit, que dans un premier temps, tu avais contesté avoir toute participation à ce racket. Et puis finalement, après avoir été incarcéré pendant quelque temps par le juge délégué, tu avais fini par reconnaître ta responsabilité. Alors, maintenant, sur ta personne, donc tu es le troisième d'une fratrie de 5, c'est ça? Tu as un frère qui est décédé, je crois, alors que tu avais 13 ans, 12-13 ans? Oui, c'est ça, mais ça vous sert à quoi de rappeler ça? Un élément qui peut-être n'est pas totalement indifférent à ton comportement, parce que tout ce qu'on sait de toi, c'est que jusqu'alors, jusqu'à le décès de ton frère, tu ne posais strictement aucun problème. Tu te comportais bien à la maison, tu te comportais bien à l'école, et puis c'est après que les problèmes d'indiscipline, notamment à l'école, ont commencé. Si je comprends bien, ton père est au chômage depuis 2 ans? C'est exact. C'est exact. Ta mère ne travaille pas, C'est exact. ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à la maison. Bravo. Merci. Ce qui veut dire aussi que donc tu n'as pas d'argent de poche. Non. Bon, ok. C'est quoi ces difficultés à l'école? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as eu comme difficulté à l'école? Tu as été viré de l'école? Qu'est-ce que tu as fait comme bêtises qui ont pu justifier ces difficultés? Bah, c'est pas que j'ai des difficultés, c'est que je m'en fous de l'école. On dit de toi que tu as toujours refusé de participer aux activités sportives et culturelles au collège ou ailleurs. Donc en fait, chaque fois que quelqu'un te propose quelque chose, tu dis non. C'est pas que je dis non, ça m'intéresse pas, j'en ai rien à faire. Ils ont au moins 2-3 ans de moins que moi, je m'en fous. On va prendre le problème autrement. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Puisque tu n'arrêtes pas de dire non, tu es agressif, tu nous envoies un peu au pâquerette comme magistrat. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie alors? Mais ça, Est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent au moins? Oui, il y a des choses qui m'intéressent et ça regarde que moi. Ça regarde que toi, d'accord. Donc toi, tu veux nous donner l'image de quelqu'un qui est rebelle et contre Je tout. veux donner aucune image. Et voilà, je suis là, qu'on abrège et voilà, ce sera terminé. D'accord. Est-ce que tu pourrais expliquer au tribunal pourquoi tu te retrouves déjà, alors que tu as 17 ans, à peine avec 4 condamnations à ton casier judiciaire pour des faits de violence, de dégradation, d'autres faits de violence, tu as notamment 15 jours de prison avec sursis, puis pour usage de stupéfiants, mais surtout pour vol avec violence, tu as 6 mois d'emprisonnement avec sursis et de mise à l'épreuve pendant 3 ans. Et ça, ce sont des faits qui datent d'octobre, c'est-à-dire quelques temps, cette condamnation, pardon, est de quelques semaines avant que tu commences le racket. Donc en d'autres termes,
même après avoir été rappelé à l'ordre par le tribunal, ça n'a eu aucune influence pour toi. Tu n'en fais qu'à ta tête. Pourquoi tu commets toutes ces bêtises? Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche rien du tout. Je cherche juste à vivre, à m'en sortir et puis à m'amuser. Ah ben, tu vas t'en sortir avec un casier avec déjà 4 mentions. Aujourd'hui, si tu es condamné à une 5e mention à ton casier judiciaire, éventuellement avec une peine de prison ferme, tu es déjà allé en prison, en détention provisoire. Tu n'as peut-être pas pris la meilleure voie pour t'en sortir, non? Non. Bien, alors, je rappelle au tribunal que depuis l'âge de 13 ans, donc là c'est toujours en concordance avec le décès de ton frère, tu as eu affaire à un juge pour enfants, tu es suivi par des éducateurs. Il semble même aussi que les rapports avec les éducateurs soient assez difficiles. Hein. Voilà, alors je crois que je vais demander... Alors, en sortant de prison, tu as été dans un premier temps dans un centre de placement immédiat, qui est une nouvelle structure qui a été créée pour accueillir des jeunes délinquants. Et puis ensuite, tu as été accueilli dans un CER, dans un centre d'éducation renforcée. Bien, je vais vous donner la parole, Monsieur Martin. Donc vous êtes éducateur, vous accueillez Kevin au CER, approchez-vous justement. Donc je rappelle que les parents, malheureusement les parents de Kevin ne sont pas là aujourd'hui. Alors, quand est-ce que vous avez été amené à prendre en charge Kevin et qu'est-ce qu'il est devenu? Et surtout, qu'est-ce qu'il pourrait devenir d'après vous? Eh bien, Kevin nous a été confié voilà environ 2 mois. Il est arrivé très opposant, très rebelle, refusant de participer à quelque activité que ce soit. Nous lui avions proposé de participer à des activités manuelles, à des activités de loisirs, à des activités culturelles, à des activités scolaires, sportives. Non, Kevin passait ses journées la tête sous le casque de son Walkman, refusant d'établir la communication, que ce soit avec les adultes ou avec les autres jeunes, avec lesquels il pouvait se montrer agressif, voire même violent, s'il se sentait menacé. Alors bien sûr, nous avions décelé derrière ce comportement beaucoup de souffrance, et lui avions proposé de rencontrer le psychologue du centre, ce qu'il a toujours refusé, disant ne pas en avoir besoin, ne pas être fou. Et puis, il y a eu le parachutisme. Vous savez que nous organisons assez régulièrement des séjours de parachutisme que nous proposons aux jeunes qui nous sont confiés. Et Kevin a accepté et a donc participé à un stage, et il a commencé à entrer en relation avec son moniteur, à échanger avec lui, à poser des questions toujours sensées, pertinentes. Et il respectait les consignes, les ordres qui pouvaient lui être donnés. Et nous avions même remarqué qu'à l'intérieur du centre, son comportement s'améliorait. Il était moins replié sur lui-même, pouvant commencer à dialoguer un peu avec les autres jeunes. Il avait même accepté de passer quelques heures en classe. Compte tenu de ces lacunes, nous étions surpris et en même temps satisfaits de voir cette évolution. Alors bien sûr, tout cela est récent, il faudra confirmer, mais ça nous rend optimistes. Et nous sommes prêts au centre éducatif à parier que si vous nous laissez du temps et que si Kevin peut rester encore au centre pendant une certaine période, nous pourrons l'aider à faire émerger ses capacités, ses potentialités, ce qu'il n'a pas su ou pas pu faire jusqu'à présent. Nous pensons, enfin nous espérons, pouvoir l'aider à avoir de meilleures relations avec les autres et à vivre mieux et à dépasser peut-être cette souffrance et cette violence qui l'amène aujourd'hui devant vous. Merci. 2 questions de ma part. Puis on verra si les assesseurs et monsieur le procureur ont des questions aussi à vous poser. La première, c'est que vous avez parlé de la souffrance de ce jeune que vous avez perçu, qui était visible sans aucune difficulté pour vous. Comment vous analyseriez cette souffrance? Souffrance par rapport à quoi? On a un garçon qui est dans une famille équilibrée, qui n'a pas eu de problème jusqu'à 12-13 ans,
qui a perdu son frère. Il conteste que la mort de son frère ait eu une quelconque influence sur sa situation. Pourtant, dans la chronologie, ça semble être le cas. Quelles sont ces souffrances dont vous parliez? Nous ne savons pas très bien où s'originent les difficultés de cet adolescent. On peut s'interroger quand même par rapport à l'attitude de ses parents qui sont absents aujourd'hui. Vous n'avez jamais été en relation avec eux? Non, nous n'avons Ils n'ont jamais jamais essayé de prendre contact avec vous? été en relation avec eux. Ils non. ont cherché à joindre leur fils pendant le séjour? Non, ils n'ont pas Il faudrait que cherché. vous rappeliez au tribunal que pendant que ce jeune est avec vous, il a des relations relativement limitées avec le quartier, son quartier, sa famille. Il ne revient pas chez lui. Oui, Donc il y a une coupure. Oui. Coupure qui a été recherchée. Hein. Absolument. Mais il n'y a pas impossibilité de relation. Les parents peuvent téléphoner, écrire, venir. Absolument. Nous espérons même pouvoir les rencontrer assez prochainement, mais jusqu'à présent, ils ne se sont pas manifestés. D'accord. Deuxième question. Il y a une apparente contradiction entre ce que vous décrivez dans la dernière période de Kevin, donc un garçon qui, à partir de ses activités à risque, a fini par dépasser les difficultés qu'il rencontrait, et puis aujourd'hui l'attitude provocatrice qu'il a eue pendant l'audience que vous avez suivie. Hein? Allez vous faire voir, c'est votre problème, c'est pas le mien, enfin j'en passe et des meilleurs. Comment vous expliquez cette apparente contradiction entre ce que vous décrivez comme évolution positive et son comportement aujourd'hui, où il nous le fait au matamor? Oui. Alors, nous l'avons connu également, comme vous l'avez vu aujourd'hui, mais je vous disais que ce garçon avait des capacités, avait des potentialités, et là, il ne les montre pas, et nous pensons que... il les cache même. Il les cache même, oui, sans doute. Mais nous espérons quand même que nous pourrons l'aider à avoir une autre attitude que celle-ci. Et nous savons qu'il peut avoir une autre attitude que celle qu'il vous montre aujourd'hui. Quand vous dites que vous souhaitez pouvoir le prendre en charge, en sachant qu'il y a quand même une limite dans le temps, hein, vous êtes habilité pour 6 mois environ à le prendre en charge, comment vous verriez la reconversion de ce travail positif sur lui-même? C'est-à-dire être bien chez vous, mais pour faire quoi? Vers quoi voudriez-vous l'orienter? Où peut-il s'orienter? Alors, que ce soit bien clair, hein, nous n'en sommes pas à envisager une orientation professionnelle ou scolaire aujourd'hui. Simplement, ce que nous aimerions, c'est bénéficier de ces 6 mois qui lui sont possibles pour qu'il puisse au moins se débarrasser de cette violence qui l'habite et de cette souffrance dont on parlait tout à l'heure. C'est notre objectif premier. Kevin, je ne t'ai pas posé la question tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je sais déjà, enfin vous ne me l'avez pas posé, mais si je vais répondre pareil que tout à l'heure, ça ne vous regarde pas. Ah, tu retombes dans la bassine, là, tu es en train de refaire de la provocation, alors que M. Martin est en train d'essayer de nous dire... C'est pas de la provocation. Ah, si, c'est de la provocation, ça ne vous regarde pas. Si, je te rappellerai ce que je t'ai dit tout à l'heure en entame, tu seras jugé sur ce que tu as fait, sur ce que tu étais, et sur ce que tu es devenu. Et la loi nous demande de tenir compte de ce que tu es devenu. Tu as déjà 4 condamnations au casier, tu vas en avoir une 5e. Est-ce que tu es destiné à devenir un délinquant? Et nous devons tout faire pour que ça ne soit pas le cas. Alors ça m'intéresse, moi, ce que tu vas devenir. Ça nous intéresse. Puis le procureur, alors encore plus. Question, qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Et tu arrêtes de faire de la provoque. Vous voulez vraiment savoir, ben voilà, j'ai envie de voyager. Ouais, puis il raconte n'importe quoi. Mais voilà, mais il faudrait savoir ce que vous voulez. Je vous dis ce que je veux faire et maintenant... Ça sort d'où, c'est l'idée de voyager? Voyager, pourquoi faire? Tu vas vivre de tes voyages? Ça vous est jamais venu à l'esprit d'avoir envie de voyager? Ah, si, tous les ans, tous les étés, j'ai envie de voyager. Bah, moi, c'est pas tous les ans, tous les étés, c'est j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire ma vie en voyage. D'accord. Bien. Est-ce que vous avez des questions à poser, madame, monsieur, à ce jeune? Oui, je voudrais poser une question à monsieur Martin, son éducateur. Si j'ai bien suivi vos explications, le suivi psychologique n'est pas obligatoire. Les jeunes qui arrivent ont un entretien avec le psychologue, mais ils ne la voient pas ensuite s'ils ne le désirent pas. Absolument. Ah oui, on peut que le déplorer parce qu'on aurait peut-être, non pas que je méconnaisse vos compétences, mais peut-être qu'un psychologue aurait permis de mieux en venir à la genèse des souffrances de ce garçon. C'est simplement ce que je voulais dire. Il ne nous a pas été possible d'imposer ce suivi psychologique, mais nous pensons nous espérons que bientôt il puisse en profiter et que de lui-même il ait envie de rencontrer le psychologue pour évoquer ses difficultés. Pour l'instant, il n'en est pas là. Oui, parce que nous savons bien que s'il n'y a pas de démarche du sujet, la psychothérapie a peu de chances d'aboutir. Merci, monsieur Martin, pour cette... Il faut dire qu'il est depuis très peu de temps chez vous, 2 mois. 2 mois environ. 3 mois, il a passé 2 mois au CPI, 2 mois chez vous, et il y a encore effectivement une possibilité de 4 mois. Il est resté combien de temps en prison déjà? Tu es resté combien de temps en prison? J'en sais rien. T'en sais rien. Et monsieur le procureur te le rappellera tout à l'heure. Je crois que c'était 6 semaines,
Entre 6 semaines et 2 mois. 2 mois. 2 mois, Dès Monsieur 2 le mois. Président. Voilà. Alors, Monsieur le procureur, est-ce que vous aurez des questions à poser à Monsieur Martin ou à ce jeune sur ses perspectives, à parler au-delà des voyages? Monsieur le Président, je n'ai pas de questions à poser à Monsieur Martin. Je n'en ai pas non plus à poser pour l'instant à Kevin. Mais je voudrais dire combien, en tant que représentant du ministère public, je suis offusqué par le comportement de ce jeune qui vient là en touriste, les mains dans les poches, apparemment peu préoccupé du sort judiciaire qui va être le sien à la fin de cette audience. Je voudrais rappeler à votre juridiction que le droit pénal des mineurs, que l'on prend parfois à la légère dans l'opinion publique, peut se montrer plus sévère que le droit pénal des majeurs et que l'exécution provisoire d'une peine de prison inférieure à 1 an peut être prononcée ici, contrairement au tribunal correctionnel. Si le comportement de Kevin perdure, je n'hésiterai pas à demander l'usage de la force publique pour vous aider à assurer l'exécution de la décision que vous pourrez prendre sur mes réquisitions. J'espère que mon message est clair. Tu as entendu, Kevin? Monsieur le procureur dit qu'éventuellement tu pourrais aller en prison en sortant de cette audience. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Je crois qu'il n'a pas compris. Bien, vous pouvez vous asseoir, Monsieur Martin. On va demander, donc on va évoquer la situation de Sonia. Tu peux te lever, s'il te plaît? Alors, parlons un peu de toi. Tu avais 15 ans au moment des faits qui te sont reprochés. Tu étais en quelle classe à l'époque? En 3e. En 3e. Non, je crois que tu étais en 4e. Maintenant, tu es en 3e. Oui, en 4e, Voilà, excusez-moi. c'est ça. Donc, au collège Saint-Exupéry. On a dit déjà, donc on ne va pas y revenir, que ton père est chauffeur routier, ta mère est dans la salle. Vous êtes combien à la maison? J'ai 2 frères aînés. Tu as 2 frères qui sont plus âgés que toi. Hein. Tu habites donc avec tes parents. Jusqu'à présent, tu n'avais aucun problème? Tu n'as jamais été condamné? Non. Aucun problème avec la justice, aucun problème à l'école, aucun problème à la maison? Et tu te retrouves embarqué donc dans cette aventure qui est assez sérieuse et avec les risques que tu encours. Comment tu expliques que tu en sois arrivé là? Tu n'as aucune explication? Non. On va peut-être demander à Madame Favreau. Vous pouvez vous approcher, Madame? Assieds-toi. Donc, Madame Favreau, c'est moi qui vous ai désigné pendant l'instruction. Donc, je vous ai confié une mesure de liberté surveillée préjudicielle. Donc, vous avez eu à vous occuper de Sonia depuis quelques mois. Comment vous l'apercevez, cette jeune fille, et puis quelles sont ses perspectives? Sonia, quand je l'ai rencontrée, les débuts ont été assez difficiles puisque elle déniait complètement la mesure de suivi éducatif que vous aviez décidé pour elle. Donc les premiers temps, le dialogue a été un petit peu long à se mettre en place. Et par la suite, c'est venu progressivement. Elle a pris confiance en elle et puis confiance en moi. Je pense que le courant est bien passé. Et je me suis aperçue que Sonia, c'est une personnalité assez timide, assez effacée. Mais c'est aussi quelqu'un qui affiche une image un petit peu de... Elle essaie toujours de se faire bien voir, d'être le bout en train de la bande. Alors que c'est pas tellement dans sa nature. Elle est beaucoup dans le regard des autres. Elle est un petit peu constamment en train de vérifier l'image qu'elle peut renvoyer sur les autres. Et je pense que c'est ce souci de son image, de ce qu'elle renvoie, qui a pu la conduire à des faits comme cela. C'était une façon de s'affirmer, je pense. Une façon de marquer un côté de personnalité qu'elle n'a pas au naturel. Elle a explosé sur ces faits. Il semble. Ok, comment vous voyez les choses pour elle demain? Vous pensez que ça... Demain... Est-ce qu'il y a des risques qu'elle se retrouve embarquée dans ce type d'aventure, ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que c'est un épisode malheureux, certes, mais bon, elle a compris, je crois qu'elle a présenté ses excuses, le tribunal l'a entendu déjà. Qu'est-ce que vous en pensez? Sincèrement, Sonia, je ne la vois pas revenir devant un tribunal dans l'avenir. Le suivi éducatif a été relativement court, 6 mois, d'autant plus que je vous disais tout à l'heure que le dialogue a été long à se mettre en place. Mais on a constaté un véritable progrès, une évolution dans son comportement. Elle a beaucoup mûri, elle a beaucoup réfléchi, on a beaucoup parlé. Et je pense qu'elle a compris ce qu'elle a fait, elle a su en mesurer toutes les conséquences, aussi bien pour elle-même que pour Michael. Est-ce que vous diriez qu'actuellement, elle est sous l'autorité de sa famille? On sait que son père est absent physiquement, souvent. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas dans la maison, mais il est souvent absent. Est-ce qu'elle respecte son père? Est-ce qu'elle respecte l'autorité de sa mère?
dans ce que vous avez pu voir? Je dirais qu'elle est revenue sous l'autorité de sa famille. Elle s'en était un peu échappée. Sonia, c'est la petite dernière. Elle vous a dit qu'elle avait 2 frères aînés. Son père étant très souvent absent, eh bien, sa maman s'était beaucoup occupée d'elle. Et elle faisait un peu ce qu'elle voulait. Et tout ce qui s'est passé, ça a créé une vraie remise en question de toute la famille. Et chacun a repris ses marques, chacun a repris sa place, y compris son père en étant absent. Et maintenant, elle a bien été recadrée, les règles sont à nouveau posées et elle les respecte bien. Elle nous a dit tout à l'heure qu'elle était en 4e l'an dernier, en 3e cette année, donc Oui. en 3e normale. Oui, Ça se passe plutôt bien pour elle? Bah, écoutez, les résultats sont assez constants. C'est une élève qui est assez moyenne, mais qui a des bonnes notes de temps à autre. Elle ne pose pas de difficultés spéciales. Tu as des bonnes notes? J'arrive à me débrouiller, oui. Ma dernière note a été 16 en éducation civique. En éducation civique. Je pense que le procureur va être sensible au fait que tu aies eu 16 en éducation civique. C'était quoi le sujet? La citoyenneté. La citoyenneté. Donc tu as appris dans la citoyenneté qu'il ne fallait pas frapper ton prochain, qu'il fallait le respecter, qu'il fallait gagner honnêtement son argent. C'est ça? Je crois que le procureur sera sensible à ton 16 en éducation civique. Pour être plus sérieux, qu'est-ce que tu as comme projet dans l'avenir? Tu as des idées de ce que tu as envie de faire? Tu veux poursuivre tes études? Tu veux travailler? Oui, je veux poursuivre mes études. Et vers quoi, tu sais? Tu n'es pas obligé de savoir. À ton âge, beaucoup de jeunes ne savent pas. Je ne sais pas du tout. Tu ne sais pas. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire, Madame Favreau, sur Sonia, notamment une question que moi je voulais vous poser. Est-ce que vous pensez qu'il faut que vous continuiez ou qu'un service éducatif continue à se préoccuper d'elle, ou est-ce que vous pensez que, sous l'autorité de ses parents, avec l'évolution qu'elle a faite, les choses peuvent bien se passer? Moi, je pense sincèrement que les choses peuvent bien se passer sans qu'il y ait un suivi aussi régulier que celui qui était en place jusqu'ici. Une fois par semaine, c'est peut-être un peu trop maintenant. Donc votre proposition, c'est qu'il n'y ait pas de mesures éducatives qui soient prononcées? Ou vraiment très espacées uniquement pour veiller. Mais ça serait vraiment la fin d'un processus. Bien. Merci. Est-ce que vous avez des questions, madame? Monsieur le procureur, vous aurez des questions à poser? Bien. Merci, madame. Bien, Ahmed, on va maintenant évoquer ta situation. Tu te lèves, s'il te plaît, je crois que ta mère est dans la salle. Donc tu es né en 85, tu avais 16 ans au moment des faits. Je crois que ton père est décédé. Ouais. Il est décédé en quelle année? En 98. En 98. Que faisait ton père? Je ne me rappelle plus. De toute façon, ça n'a rien à voir avec pourquoi je suis là. Ça n'a rien à voir, mais ce n'est pas inintéressant de savoir ce que faisait ton père. Est-ce que tu le sais au moins? Non. Donc tu ne sais pas quel métier exerçait ton père? Non, je ne sais pas. Oh, c'est pas la peine de m'agresser. C'est pas inintéressant de savoir qu'un fils ne sait pas ce que fait son père. Tu t'es jamais préoccupé ça me dérange de de parler de mon père vu qu'il est décédé, ouais. Ça te dérange. Je pense que Kevin est en train d'éteindre sur toi. Alors, ce que j'ai compris, c'est que... Vous voyez quoi par d'éteindre sur moi là? Bah, tu as la même attitude que lui, maintenant tu deviens provocateur. Sauf que moi, je suis là pour rien du tout. Ah, mais tu peux être innocent sans être provocateur. Tu as des éléments pour démontrer ton innocence, tu as commencé à le faire et tu le feras tout à l'heure et à travers ton avocat. C'est pas la peine d'agresser le tribunal. Le tribunal essaye de comprendre qui tu es. Alors déjà, tu montres une différence entre les informations que nous avons reçues et le comportement que tu as aujourd'hui. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que pendant toute une période, tu n'avais strictement aucun problème. Et puis après, il t'est arrivé des difficultés. Tu as 3 condamnations, je crois, à ton casier judiciaire. Pour des faits de vol, tu as été admonesté. Pour des faits de violence, et déjà avec raquette, tu as été condamné à 8 jours d'emprisonnement avec sursis. Et puis aussi, donc, je disais, pour des faits d'usage et de cession de stupéfiants, tu as une condamnation à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, mise à l'épreuve 2 ans. Pourquoi ces condamnations? Qu'est-ce qui explique cette période où tu as fait des bêtises? C'est la période où mon père il est mort. C'est lié au décès de ton père, ouais. Enfin, dans le contexte. Tu es pris en charge depuis 3 ans par un foyer. Il semblerait que ça aille mieux depuis 1 an, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ouais, mais justement, plus ça sur mon dos, là, ça commence à... D'accord. Donc ça serait, j'allais dire, un accident par rapport, si ça existait, par rapport à une période qui était meilleure. D'accord. On va demander à l'éducateur, M. Bertrand, de s'approcher. M. Bertrand, expliquez au tribunal pourquoi vous prenez en charge ce jeune depuis 3 ans et quelles sont ses perspectives.
On prend Ahmed en charge depuis 3 ans s'asseoir. parce qu'il nous a été présenté parce qu'il était en situation d'échec scolaire et que sa mère n'arrivait pas à maintenir une autorité suffisante sur lui. Alors comme vous l'avez noté, Ahmed a évolué depuis 3 ans. Quand il est arrivé, il était particulièrement difficile comme garçon. Il était très insolent tant envers les éducateurs qu'envers les autres enfants du centre. Et puis, depuis environ 1 an et demi, il a bien changé. On l'a vu au travers de ses résultats scolaires qui se sont nettement améliorés. Jusqu'ici, l'école, pour lui, c'était quelque chose de totalement subalterne. Il ne rendait jamais ses copies, il était agressif envers ses professeurs. Et aujourd'hui, il semble un petit peu s'intéresser aux études. Et puis surtout, quelque chose qui est très positif pour lui, c'est nous l'avons amené à s'inscrire dans un club de judo. Et il s'est littéralement passionné pour ce sport. Et je crois que ça lui fait beaucoup de bien de pratiquer ce sport, car c'est un sport qui l'oblige à respecter un certain nombre de règles et qui en même temps lui permet de se dépenser physiquement, car c'est un garçon qui a un réel besoin de se dépenser, de libérer une grosse dose d'agressivité qu'il a. Vous savez que ce garçon est poursuivi pour avoir agressé Michael, Oui. le jeune homme qui est derrière vous. Est-ce que ça correspond au garçon que vous connaissez depuis, dans son comportement depuis 1 an et demi? Ça voudrait dire qu'il aurait rechuté. Ça pourrait s'analyser comme ça. Ça correspond tout à fait à l'image de Ahmed quand il est arrivé au centre. Par contre, ça ne correspond pas du tout à l'image qu'il renvoie de lui aujourd'hui. C'est à l'intérieur du centre quelqu'un qui désormais est beaucoup plus patient, beaucoup plus à l'écoute des autres. Et nous pensions réellement qu'il avait terminé cette phase de violence envers ses autres camarades. Qu'est-ce que vous auriez ou qu'est-ce que vous avez comme perspective pour lui? Vous voyez quoi faire dans sa vie? Qu'est-ce que vous pouvez lui proposer? Alors on a un petit peu discuté de son avenir professionnel parce que il commence à être assez âgé et la question devient forcément d'actualité. Il a manifesté le désir de trouver une activité professionnelle dans le domaine du sport au travers de l'aide aux jeunes, notamment dans le domaine de l'éducation en général. Ça vous paraît crédible? Il a les moyens de venir en aide à d'autres et de s'investir pour d'autres. Il a les moyens physiques de poursuivre dans la voie sportive. Les moyens intellectuels, ça sera plus délicat parce qu'il va falloir qu'il confirme un petit peu les bons résultats scolaires qu'il a actuellement. Mais c'est un chemin qui sera difficile. Et sur ce chemin, qu'est-ce que vous voyez faire comme foyer? Vous pensez qu'il faut qu'il vous reste confié encore un certain temps? Combien de temps? Est-ce que vous pensez qu'il peut rentrer chez lui? Est-ce que vous pensez que d'autres doivent ou peuvent prendre le relais? On peut effectivement lui donner l'occasion de sortir un petit peu d'un contexte fermé comme l'est malheureusement le foyer. Néanmoins, il ne faut pas le laisser livrer à lui-même ou simplement le confier à sa mère qui, malgré sa bonne volonté, n'arrive pas encore à assumer complètement l'autorité qu'elle devrait montrer. Mais vous n'aviez pas un projet éventuellement de le prendre en charge à travers un appartement thérapeutique, c'est-à-dire un studio où il vit seul ou un appartement où ils sont plusieurs jeunes encadrés par un éducateur? Il n'y a pas ce projet? Il y a ce projet, effectivement. Il y a ce projet, ça pourrait être la solution pour lui. Il en est d'accord? Enfin, il serait intéressé déjà? Il serait, oui, bien sûr. Y compris au-delà de ses 18 ans? Y compris au-delà de ses 18 ans. Ahmed, est-ce que tu es prêt à être suivi par les éducateurs au-delà de tes 18 ans? Ouais, mais moi ce que je veux surtout c'est retourner chez moi. Ah, donc tu n'es pas du tout d'accord avec eux alors? Je suis d'accord de les voir s'ils veulent, mais moi je veux être chez moi. Et chez toi, c'est chez ta mère? Ouais. Quand monsieur prétend que ta mère ne peut pas t'encadrer encore à l'heure actuelle. En d'autres termes, que ta mère n'a pas d'autorité sur toi. Ah, mais donc lui pense que c'est plutôt une mauvaise chose. Toi, tu penses que c'est plutôt une bonne chose. Donc vous n'êtes pas d'accord? Non. Voilà, vous avez la réponse à la question. Donc il vous a dit blanc, mais aujourd'hui, c'est son droit, hein, c'est son droit le plus absolu. Il a changé de point de vue. En d'autres termes, il n'a aucune envie de rester confié à vous. On est d'accord? Il veut rentrer chez sa mère. Ça peut s'analyser comme ça, effectivement. Il faudra négocier. De toute façon, on ne peut rien lui imposer contre son gré à partir du moment où il a 18 ans. On est bien d'accord.
Madame, monsieur, est-ce que vous avez des questions à poser à ce jeune? Monsieur le procureur, vous auriez des questions? Bien, s'il n'y a pas de questions, vous pouvez vous asseoir. Bien, on a instruit donc à la fois sur les faits, on a instruit sur la personne. Il n'y a pas d'autres questions à poser en l'état. Bien, Maître Langlade, je vous donne la parole pour la partie civile. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, vous avez vu et entendu Michael. C'est un garçon, je dirais, comme beaucoup d'autres garçons de 14 ans, gentil, sociable. Il travaille bien à l'école, il n'est ni violent et ni même indiscipliné. Et surtout, je pense que c'est un garçon impressionnable. Et ce sont précisément ces traits de caractère, connus de Sonia, qui l'ont conduit, avec Kevin, à désigner Michael comme victime. Alors, vous pensez bien qu'ils n'ont pas eu beaucoup de mal à se faire craindre, puis à se faire redouter de Michael. D'abord en le tapant un peu en passant dans les couloirs, comme l'a dit Michael, comme si pour lui ce n'était qu'un moindre mal, et puis en exigeant de lui son argent de poche, régulièrement, par des insultes, ensuite par des menaces, et puis par des coups si nécessaire. Et le résultat de ce harcèlement permanent a été pour Michael une peur, une angoisse qui sont allées sans cesse croissantes et qui tout à coup sont devenues insupportables. Et à ce moment-là, Michael a trouvé le courage de s'opposer à Kevin. Malheureusement, il l'a fait au prix de sa santé. Parce que cette fois, Kevin et Sonia ne se sont pas contentés de quelques coups en guise de représailles. Cette fois, ils ont organisé un véritable guet-apens avec 2 autres adolescents. Et ces 3 prévenus, vous le voyez bien, plus grands, plus forts, plus âgés que Michael, se sont jetés sur lui, par derrière. Ils l'ont précipité dans un couloir et ils l'ont roué de coups pendant plusieurs minutes. Des coups d'une extrême violence, des coups de poing, des coups de pied. Et je pense que le préjudice physique de Michael témoigne largement de la violence de ces coups. Et je pense, Monsieur le Président, que vous l'avez noté, pendant l'instruction, Sonia a déclaré qu'elle se croyait par moments dans un film d'action. Mais est-ce qu'elle s'est demandé pendant une seule seconde comment lui, sa victime, Michael, avait ressenti cette agression? Parce que pour lui, elle était réelle. Il a ressenti les coups, il a ressenti la douleur physique, et puis il a ressenti aussi la panique, l'angoisse, l'impression d'être pris au piège, et puis l'impuissance devant une telle violence, parce qu'il ne pouvait rien faire pour se défendre, bien évidemment. Alors, bien sûr, ce préjudice physique est très important. Mais le préjudice de Michael, c'est aussi la peur. Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais Michael, pendant plusieurs mois, a vécu avec une angoisse permanente au fond de lui. Chaque matin, il devait surmonter cette angoisse avant d'aller à l'école, en silence. Et puis toute la journée, il devait vivre avec, parce qu'il avait peur, bien sûr, de rencontrer Sonia ou Kevin dans les couloirs. Et puis parce qu'il avait peur, tout simplement, de ne pas avoir assez d'argent dans sa poche pour s'en tirer à bon compte. C'est important, parce que l'école, on le sait bien, est un lieu de socialisation où un élève doit apprendre à trouver sa place parmi les autres, il doit s'épanouir. Et pour cela, il doit se sentir dans son élément, en sécurité. Et du fait de ces agressions, Michael, lui, s'est senti de plus en plus souvent à l'école dans un lieu de danger, d'angoisse. Il s'y sentit mal et il a dû se refermer sur lui-même. Et c'est bien parce que ces agressions ont eu lieu de manière permanente en milieu scolaire et pendant l'année scolaire que, elles ont conduit Michael à perdre toute confiance en lui. Et aujourd'hui encore, il a beaucoup de mal à être confronté à d'autres adolescents, même de son âge. Et personnellement, je pense que le plus important préjudice de Michael réside dans la honte et dans l'humiliation. Parce que c'est humiliant de céder systématiquement à la violence, parce qu'on n'est pas quelqu'un de violent. Et puis, Michael n'a jamais osé parler de ce qu'il ressentait, de ce qu'il vivait, ni à ses parents, ni à ses amis. Et ce n'est pas uniquement par peur des représailles, malgré ce qu'il a pu dire. C'est aussi parce qu'il avait honte de ne pas savoir se défendre, de se sentir pris au piège si longtemps, et puis d'être une victime, tout simplement. Alors, je pense qu'il est aisé de comprendre que malgré cette procédure, malgré, c'est vrai, les excuses de Sonia, Michael, aujourd'hui encore, est extrêmement marqué, je dirais, psychologiquement. Et c'est pourquoi je crois nécessaire que lui soit accordée une provision et surtout que soit ordonnée une expertise, parce que je pense qu'un médecin devrait se prononcer sur l'importance de l'aspect psychologique de ce préjudice. Parce que grâce au temps, grâce aux soins, les blessures physiques de Michael ont guéri. En revanche, ces blessures psychologiques, le traumatisme qu'il a subi, prendront plus de temps pour disparaître et elles demanderont aussi de l'aide, un certain courage de sa part et beaucoup de soins. Donc je pense qu'une expertise devrait être ordonnée et une provision accordée à Michael.
Et monsieur le juge, je vous remets donc mes conclusions sur intérêt civil, qui bien évidemment sont dirigées contre les 3 prévenus, parce que je ne pense pas que leur culpabilité fasse vraiment de doute. Et monsieur le procureur vous en fera certainement la démonstration. Merci, maître Langlade. Je vous donne la parole, monsieur le procureur, pour vos réquisitions. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, bien que cette audience soit à huis clos, votre décision est attendue à l'extérieur avec beaucoup d'attention. Elle est attendue en particulier au collège Saint-Exupéry qui a en quelque sorte accompagné le cheminement scolaire de tous ces mineurs. Vous savez que quelques semaines après les événements de la mi-mai qui conduisent ces jeunes ici, a été signé entre le parquet et l'inspection d'académie une convention de lutte contre les violences commises en milieu scolaire et aux abords des milieux scolaires. La procédure qui a été mise en place jusqu'à cette audience, notamment par tous ces aspects parallèles d'information et de concertation, s'est inspirée de ce protocole. L'école et la justice ont donc des intérêts communs dans cette audience, puisque la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité » orne les frontons de nos bâtiments. On va s'attarder sur cette devise républicaine, chère à Sonia qui a eu 16 en éducation civique. Et liberté, égalité, fraternité, dans ce triptyque, c'est d'abord l'égalité qui a été mise à mal par le racket. Le racket, c'est la négation d'autrui. La personne qu'on agresse pour lui voler ce qu'elle possède n'existe pas. Elle est réduite à néant. Elle ne vaut que par sa valeur marchande. Michael vaut 100 €. C'est tout. Sa vie, son existence n'intéresse pas ses agresseurs. Liberté, égalité, fraternité, c'est la loi de la République et c'est la loi de la transparence et de la vérité. La loi du racket, c'est le silence imposé pendant toute l'enquête, le silence imposé par Ahmed, j'y reviendrai, jusque dans cette enceinte à ses complices et même à la victime. Le racket, c'est d'abord l'affaire d'un groupe, peu de faits de racket solitaire, c'est le trio qui fait la force, le duo puis le trio dans cette affaire, avec la particularité d'un élément féminin, Sonia. Alors Sonia, à la fois l'égérie de ce groupe, chef de bande, inspiratrice, ou bien la fille qu'il faut séduire par une démonstration musculaire, la fille de bonne famille qui veut se griser par une aventure qui la sort de sa vie habituelle. Alors il faut venir, puisqu'on est en droit pénal, à l'implication individuelle de chacun. Cette implication, pour Kevin, elle va de soi, bien qu'il ait mis du temps à reconnaître sa responsabilité et en traînant les pieds engoncés dans son immense pantalon, qui est aussi, je dirais, une manière pour le personnage de se travestir et de se dissimuler à l'inquisition de la justice. Mais cette implication désabusée, ricanante d'aujourd'hui est aussi une implication de sa souffrance. Alors les origines de sa souffrance, vous avez essayé, Monsieur le Président, de les percer tout à l'heure, et ensemble, nous n'y sommes pas parvenus. Souffrance d'un garçon de 17 ans qui est officiellement en 3e. Vous imaginez la perte, la déperdition de savoir et de discipline que ce jeune a pu connaître. Souffrance d'être un grand, immense corporellement par rapport à un petit qui, lui, en plus, est brillant. Un petit gamin, pratiquement de même statut scolaire, mais beaucoup plus brillant, beaucoup plus fortuné que lui, du moins le croyait-il. Et puis, la souffrance aussi de ne pas pouvoir s'identifier à un frère qu'on a perdu.
Simplement, ce que Kevin doit entendre, c'est que sa propre souffrance, on ne la règle pas en l'imposant à un autre. Parce que c'est de la souffrance de Michael dont il s'agit maintenant, souffrance physique pour un enfant qui ne sait pas à quelle sauce il va être mangé lorsqu'il croise ses agresseurs, qui est condamné à voler au moins une dizaine de fois ses parents alors qu'il a été élevé dans des préceptes et des principes d'honnêteté. Vous imaginez ce que ça peut être pour lui de trahir la confiance de ses parents. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une souffrance de dire d'abord, oui, c'est Ahmed, je le reconnais, et puis finalement, sous cette pression tacite dont je vais parler, finir par dire, engoncer, en pliant ses petits poings fermés, je sais pas, je sais plus. Donc souffrance jusqu'à aujourd'hui, et comme Maître Langlade l'a dit, souffrance qu'il faut évaluer pour l'avenir, car elle n'est pas terminée. L'implication de Sonia, bien sûr, elle est là dès l'origine des faits, elle est là en accompagnement de Kevin, et elle est là aussi pour ce guet-apens dans laquelle elle atteint une certaine jouissance comportementale à la mi-mai. Alors sous l'effet de la bière, alors j'imagine que Sonia n'est pas une alcoolique d'habitude et qu'à partir de 2 canettes, elle est déjà hors d'elle, elle n'est déjà plus elle-même. Et en tout cas, elle a une faculté d'oubli sur laquelle je reviendrai tout à l'heure au moment de mes réquisitions. Pour Ahmed, son implication est beaucoup plus subtile. Depuis le début, il nie toute participation, il nie aujourd'hui avec véhémence, en s'adressant directement à 2 des autres mis en cause, à Kevin et à Sonia. C'est assez rare dans une enceinte judiciaire qu'un prévenu s'adresse directement à deux autres prévenus. Et pour moi, son rôle est primordial dans la deuxième partie des faits qui sont reprochés. Ahmed, c'est celui qui a une compétence technique. Il pratique le judo, son éducateur l'a rappelé tout à l'heure. On vient le chercher, je dirais, en garant que les choses ne dégénèrent pas, puisque lui maîtrise la technique du passage à l'acte. Et puis, c'est celui qui impose cette chape de silence et de secret chez Sonia, qui d'emblée dit c'est lui. Alors, cette histoire rocambolesque de vengeance amoureuse, de dépit, je n'y crois pas du tout. De Kevin, qui lui ne l'innocente pas et ne le met pas en cause, parle d'un troisième homme, à la troisième personne, si je puis dire, alors que justement, il sait très bien qui était là, c'était Ahmed. Et puis aujourd'hui, vous avez vu cette démonstration de force, il s'interpose directement dans les débats, et puis on voit Michael qui s'effondre et qui finit par dire qu'il ne sait plus. Alors, tout ça est très négatif chez Ahmed, mais peut-être, c'est son éducateur qui nous livre un petit peu le secret. S'il met tant d'ardeur à vouloir être mis hors de cause, c'est peut-être, justement et paradoxalement, parce qu'il était dans une période ascendante et particulièrement positive, et que ce petit rappel de sa délinquance passée pour rendre service à Sonia et à Kevin a été un mauvais souvenir, une résurgence du Ahmed ancien qu'il veut absolument enfouir à jamais. Donc, je dirais dans un premier temps, ça peut paraître très désagréable, cette volonté de s'écarter des faits. Dans un deuxième temps, ça peut s'expliquer par cette volonté de tourner définitivement la page. Alors, quelles seront mes réquisitions ? Nous allons commencer par Sonia. Je crois que le véritable problème de Sonia, c'est de ne pas savoir où elle en est. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne pense pas, je ne crois pas. Ce ne sont que des propos de cette nature qui ont été tenus en introduction de ces phrases. Il faut absolument que Sonia réfléchisse à la place et au rôle qu'elle a eu dans ces désagréments pour Michael. Aussi, je propose une mesure de réparation qui doit être expliquée comme une véritable peine et non pas comme la réparation alternative aux poursuites pénales que le parquet peut mettre en place. Il s'agira pour elle de se mettre dans dispositions d'esprit qui ne la feront plus participer à ce genre d'événement.
Et donc, elle doit savoir qui elle est, pourquoi elle s'est impliquée comme ça, quel comportement elle a jusqu'à l'audience, bref, se responsabiliser à travers cette mesure. Pour Ahmed, dont j'ai voulu vous convaincre de la culpabilité, je souhaite qu'il ne compromette pas par votre décision la pente favorable qu'il est en train de grimper, tel que son éducateur vous l'a démontré. C'est quelqu'un qui a eu un certain nombre d'avertissements judiciaires solennels, qui a eu un sursis avec mise à l'épreuve. Je pense qu'une peine ferme, même si elle correspondrait pour moi psychologiquement et techniquement à ce qui s'est réellement passé à la mi-mai, ne serait pas une bonne chose et mettrait à néant les bonnes choses qui sont en train de se mettre en place. Je vous proposerai 1 mois d'emprisonnement avec sursis, assorti d'un travail d'intérêt général pendant 120 heures. Travail d'intérêt général, même si vous en êtes souverain, dont je souhaiterais donner une indication en faveur des autres. Son éducateur vous a dit que Ahmed avait des facultés extrêmement riches en matière d'animation sportive et d'animation de jeunes. Alors il pourra montrer qu'au lieu d'être un mauvais professeur de judo au détriment de Michael, il peut être un très bon professeur de judo en faveur d'enfants et d'adolescents. Et puis il sait aussi que s'il ne se plie pas à cette mesure favorable, eh bien il touchera les dividendes de ses mésaventures. En ce qui concerne Kevin, il est évident que la tâche n'est pas facile pour votre juridiction et Kevin ne vous a pas facilité cette tâche. Kevin, lorsqu'il a commis ces faits, était dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve comportant un certain nombre d'obligations. Il n'y avait pas comme obligation celle d'agresser les gens. Donc déjà, c'est un élément extrêmement favorable. Les faits ont duré sur plusieurs mois pendant cette mesure qui lui était destinée, et ça non plus, c'est pas bon. L'attitude qu'il a eue à l'audience, absolument désinvolte, agressive, m'en foutiste, clownesque, je dirais, le dessert. Alors s'il veut être confronté à la loi, comme disent les psychologues, ben, qu'il y soit. Et s'il veut voyager, mais moi je lui propose directement un appartement avec une vue imprenable, en tout cas imprenable de l'extérieur, s'entend, c'est-à-dire la maison d'arrêt. Je peux difficilement faire d'autres propositions. Il ne vous a rien mis sur la table qui permette d'aller en faveur d'une autre décision. Alors néanmoins, je vais m'expliquer là-dessus. Je vais vous demander de bien vouloir condamner Kevin à une peine de 9 mois d'emprisonnement, dont 6 fermes, les 3 autres étant assortis d'une mise à l'épreuve comportant l'obligation de se soigner, et notamment de se soigner par rapport à l'alcool et par rapport à la toxicomanie, qui est toujours présente, même si on ne l'a pas beaucoup abordée aujourd'hui, et l'interdiction de rencontrer la victime. Ces 6 mois fermes tiendront compte, naturellement, des 2 mois qu'il a fait en détention provisoire. Pour la loyauté des débats, je dois dire que cette période révoquera le sursis simple qui a été prononcé en 1999. Cependant, le parquet sera toujours prêt à entendre la manière et le moment dont cette peine ferme pourrait être exécutée en fonction de son évolution. Et j'oserais dire, pour parler avec des gros sabots, tenir compte de son évolution jusqu'à la fin de cette audience. C'est-à-dire que si Kevin persiste dans sa provocation, eh bien, il ira se confronter au mur de la loi. Et puis, je ne m'opposerai pas à ce que vous fassiez venir les représentants de la force publique pour le faire conduire à la maison d'arrêt avec le prononcé de l'exécution provisoire de votre décision. Et paradoxalement, votre décision, elle lui appartient. Donc je vous rappelle, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, que votre jugement est attendu à l'extérieur. Il fera jurisprudence, il sera un signe fort aussi en matière de prévention de faits similaires pour l'avenir dans le milieu scolaire. Vos assesseurs sont les membres de la société civile, ils savent ce que ça veut dire, toutes ces contraintes de souffrance en étant parent d'élèves. Vous-même, Monsieur le Président, connaissez parfaitement le partenariat et les enjeux du partenariat entre l'éducation nationale et la justice. Aussi, je vous demande de bien vouloir aller dans le sens de mes réquisitions. Bien, merci, Monsieur le procureur.
Avant de donner la parole à la défense, comme la loi m'y oblige, puisque Monsieur le procureur a demandé qu'éventuellement un travail d'intérêt général soit prononcé à votre égard, Sonia et Ahmed, il faut que je vous demande votre accord sur le fait d'exercer un travail d'intérêt général. Alors d'abord, est-ce que vous savez ce qu'est un travail d'intérêt général, Sonia? Ouais, bah c'est du travail qu'on doit faire. Voilà. Pas payé. Alors c'est un travail que vous devez faire qui n'est pas payé parce que c'est une peine. Ce travail, ça consiste à passer un certain nombre d'heures, un multiple de 35, 70, etc., heures, au service d'une collectivité locale ou d'une association. Mais c'est une sanction, c'est une punition qui permet d'éviter une incarcération. Alors Sonia, est-ce que tu accepterais, si tu es reconnu coupable, d'exercer un travail d'intérêt général? Oui. Oui. Bien, vous notez. Madame la greffière, Ahmed, est-ce que tu accepterais d'exercer un travail d'intérêt général? Bah non. C'est pas que je voudrais pas le faire, mais vu que je suis innocent, je vois pas pourquoi je le ferais. Dans l'hypothèse où le tribunal te reconnaîtrait coupable, est-ce que tu accepterais? Je te rappelle que si tu nous dis oui, il ne s'agit pas de te forcer la main, mais ça permet d'éviter autre chose, d'autres types de sanctions. Ça ne préjuge pas sur ton innocence ou sur ta culpabilité? Bah, ce sera toujours non. Ça sera toujours non. D'accord, donc c'est un paquet, soit je suis coupable, soit je suis innocent, mais... Bien, ces précisions apportées, on peut en passer à la phase des plaidoiries. Je crois que vous êtes répartis les choses. C'est Maître Martel qui commence pour Sonia. Donc approchez-vous, Maître. Je vous remercie. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, la question de la violence en milieu scolaire ne doit certes pas être banalisée. Ce ne sera pas mon propos aujourd'hui. Sonia est tout à fait consciente de la gravité de ses actes et elle n'a jamais cherché ni à les nier, ni à les amoindrir. Elle a d'ailleurs reconnu les faits dès sa première audition devant vous, Monsieur le Président. Sonia est une jeune fille de 16 ans qui se retrouve aujourd'hui pour la première fois devant un tribunal. Et tout dans cette salle l'impressionne. Et je crois, Monsieur le Président, que vous l'aurez ressenti depuis le début de cette procédure. Sonia est impressionnée, elle est apeurée. Elle a peur et elle a honte aussi. Ma consoeur évoquait tout à l'heure ce sentiment de honte ressenti par Michael. Alors, c'est peut-être plus difficile à entendre et à comprendre, mais ce sentiment de honte, il est partagé par Sonia également. Et je crois que peut-être ce sentiment, nous le partageons tous un peu ici, ce sentiment de honte, d'impuissance face à la violence de nos enfants. Sonia a honte de ce qu'elle a fait à Michael, et c'est pour cela qu'elle lui a présenté spontanément ses excuses lors de la confrontation. Sonia était âgée de 15 ans à l'époque des faits. Jusqu'alors, c'était une jeune fille plutôt bonne élève, un peu timide, un peu réservée, un peu transparente. Et 15 ans, c'est justement l'âge où on veut s'affirmer, où on veut exister, trouver des repères et trouver sa place dans la société, au collège, dans le quartier. Et là, Sonia a fait un mauvais choix. Elle a fait un mauvais choix parce qu'elle a choisi Kevin comme modèle. Alors Kevin, elle a été subjuguée par ce garçon qui est un peu le caïd du collège, tout le monde le connaît. Elle a été subjuguée par lui, et puis elle a été aussi flattée par l'attention qu'il lui portait. À elle, la petite Sonia, que jusqu'alors, personne ne regardait. Et elle a choisi, comme lui, la voie de la violence pour exister. Et c'est vrai qu'avec Kevin, elle se sentait appartenir à une tribu, à un clan. On la regardait autrement, avec un respect mêlé de crainte. Elle se sentait protégée, et elle s'est trompée. Elle le sait aujourd'hui. Ce rôle-là, de dur, ce rôle-là ne lui ressemble pas à Sonia. Sonia est une jeune fille faible, influençable. Monsieur le procureur, tout à l'heure, en parlant d'elle, évoquait l'idée d'une égérie. Alors c'est une idée assez romantique, mais dans la réalité, cette jeune fille est sous l'influence directe de Kevin. Et peut-être aussi, et en cela je rejoins Monsieur le procureur, d'Ahmed. Sans Kevin, jamais Sonia ne serait tombée dans le racket, dans la violence.
Et quand elle parle de ce jour-là, de cette fameuse journée de l'agression, c'est vrai, quand elle parle d'un sentiment d'irréalité. Elle fait référence aux films d'action, de violence. Et c'est intéressant parce que cela veut bien dire que c'est une jeune fille qui veut à tout prix se protéger, se dire que ce n'est pas elle qui est violente et que les coups font pas mal. Mais aujourd'hui, et grâce au travail qu'elle a fait avec son éducatrice, elle sait que dans la vraie vie, il faut assumer ses actes. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, elle a peur d'aller en prison, elle a peur d'être éloignée de ses parents, de ses amis, parce qu'elle en a, ceux d'avant, ceux de la Sonia d'avant, qui n'ont pas compris pourquoi elle avait changé de façon aussi brutale son comportement et sa personnalité, mais ils sont là. Ils sont là pour l'aider à la soutenir et pour l'aider à se retrouver. Alors, je m'associe aux réquisitions de Monsieur le procureur, qui a su ne pas céder à la tentation d'une répression aveugle, qui a su nous rappeler le principe fondamental de l'ordonnance de 1945, qui donne une priorité absolue aux mesures éducatives. Et je crois effectivement qu'une mesure de réparation serait la sanction la mieux adaptée à la situation de Sonia. Elle est elle-même d'ailleurs très attachée à cette idée de réparer et de s'amender. Je vous remercie. Merci, Maître Martel. Donc, Maître Hassani, pour les intérêts d'Ahmed. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal, l'indépendance de votre juridiction, elle vous invite à prendre un peu plus de recul par rapport au nouveau discours de la répression à tout va. Il ne faut pas oublier que le fonctionnement de notre juridiction, de notre institution judiciaire, la règle fondamentale qui gouverne l'application du droit pénal, c'est le principe de la présomption d'innocence. Mon client, Ahmed, vous l'avez bien remarqué, Monsieur le Président, lors de sa première audition, il n'a jamais cessé de clamer haut et fort son innocence. Il est vrai, parfois il l'a manifesté d'une façon qui vous paraît irrespectueuse à l'égard de votre juridiction. Il est vrai, il l'a proclamé à sa propre façon, d'une façon maladroite. Mais tout ça n'enlève rien à la sincérité de ses propos. Mon client, il est habité, après les réquisitions de Monsieur le procureur, par un sentiment d'injustice. Il est habité par la peur de se trouver aujourd'hui devant votre juridiction pour une accusation infondée pour des faits qu'il n'a pas commis. Le ministère public, il l'a très bien rappelé, mais j'ai bien aimé qu'il termine sa phrase et son idée en disant « J'ai voulu vous convaincre, Monsieur le Président ». Il a bâti sa démonstration sur 4 éléments. Mais, malheureusement, il oublie à la fin « Je n'ai pas pu vous convaincre ». Revenons ensemble, reprenons ensemble ces 4 éléments. Une accusation qui se fonde, ou une éventuelle culpabilité fondée sur le casier judiciaire de mon client. Est-ce que le casier judiciaire peut prouver une culpabilité? La réponse est catégorique, non. Mon client, il est en droit, comme tout citoyen, de demander à votre juridiction une application rigoureuse de l'article 9-1 du Code civil qui rappelle le principe de la présomption d'innocence. L'article 6 de la Convention européenne, il protège ce principe fondamental de notre droit pénal. Ahmed, comme nous tous, Ahmed, comme nous tous, il est en droit de se prévaloir de ce principe. Deuxième élément de cette éventuelle culpabilité, Monsieur le Président, c'est l'accusation de Sonia. Elle a dit au début, Ahmed, il était parmi nous. La deuxième audition, et elle a pertinemment rappelé aujourd'hui à cette barre. Ahmed, il n'était pas avec nous, elle vous l'a dit. Elle a dit à votre juridiction, j'ai raconté n'importe quoi, j'ai voulu me venger, il ne voulait plus sortir avec moi. Dans ce cas-là, c'est une accusation fondée sur une déception amoureuse.
Troisième élément, c'est la reconnaissance par la victime. Malgré sa souffrance, malgré les douleurs qu'elle a pu supporter à l'occasion de cette agression, la victime elle a eu le courage de dire à votre tribunal, je n'ai pas la certitude. Il est vrai, c'est un jeune de 15 ans, il a le type d'un maghrébin, il a l'accent, mais je ne suis pas certain que ce soit Ahmed. Quatrième élément, Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal, sur cette éventuelle culpabilité de mon client, c'est le silence de Kevin. Vous lui avez posé la question, Monsieur le Président. Il vous a répondu avec un air narquois. Je n'ai rien à vous dire. Je ne donnerai pas le prénom de la troisième personne. Si Kevin il veut jouer au caïd, ça ne sera pas au détriment de mon client. Ça ne sera pas au détriment de son innocence. Vous avez bien entendu les propos de l'éducateur d'Ahmed. Il vous a parlé de l'évolution de son comportement, de sa bonne intégration, de ses résultats scolaires. Je pense que les réquisitions du ministère public présentent un risque immense pour remettre tout à plat. Ahmed, aujourd'hui, il est en droit, conformément à notre droit et au principe de la présomption d'innocence, en respectant ce doute qui persiste, à vous réclamer, Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal, la relaxe. Bien, merci Maître Hassani. Maître Michalak, dans l'intérêt de Kevin. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, Kevin a passé 2 mois en détention provisoire. Certes, son casier judiciaire ne plaide pas en sa faveur. Certes, les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui sont graves et ont eu des conséquences sérieuses pour le jeune Michael ici présent. Mais Kevin a passé 2 mois en détention provisoire. Je le répète et je le répéterai, tant il me semble évident que ces 2 mois ont fortement marqué la vie de ce jeune garçon de 17 ans, vie sur laquelle il me semble nécessaire de revenir quelque peu afin de savoir qui il est, savoir comment il a pu en arriver là. On ne peut pas bien saisir la personnalité de Kevin si on ne se penche pas sur le drame qu'il a vécu voici 5 ans. Kevin, alors âgé de 12 ans, doit faire face au décès de son grand frère, âgé à l'époque de 15 ans. Et que l'on regarde le dossier, vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Président, jusqu'à cet âge de 12 ans, même si tout n'est pas rose à la maison, Kevin est un garçon normal, un garçon sans problème comme les autres. Mais à partir de ce jour-là, sa vie bascule. Sa vie bascule parce que ce frère qu'il aimait tant, qu'il adorait, qu'il voyait comme un modèle, n'est plus là. Et il perd l'élément stabilisateur dans sa vie. Il perd cet élément stabilisateur, il dérape, il commence à faire des bêtises, comme il a pu nous le dire, et à l'âge de 13 ans, rencontre pour la première fois le juge pour enfants. Alors, Kevin aurait pu s'en sortir, plutôt s'il avait pu trouver, au sein de la cellule familiale, les repères nécessaires à son équilibre. Mais malheureusement pour lui, il n'en fut rien. Un père au chômage depuis plusieurs années, mais qui n'est jamais au domicile familial. Une mère, certes au foyer, mais qui n'a pas l'autorité nécessaire sur Kevin. Alors quel résultat? Et le résultat, il est là. Le résultat, c'est Kevin, 17 ans, en 3e, avec de graves problèmes scolaires et disciplinaires. Le résultat, c'est Kevin, 17 ans, chef de famille, à 17 ans. Son petit frère nous l'a dit. Et entre 12 et 17 ans, son casier judiciaire s'est alourdi. Alors pour ne rien arranger, sa famille rencontre de graves difficultés financières. Son père étant au chômage, je vous l'ai dit, et sa mère n'ayant jamais travaillé. Alors la conséquence, elle est directe, elle est simple. Ils n'ont pas les moyens de donner un sou d'argent de poche à Kevin. Et ce problème est récurrent chez lui. Il me l'a dit souvent lors de nos divers entretiens, avec ses propres mots. Le problème, c'est que j'ai pas une thune. J'ai pas une thune. Alors je comprends, j'arrive à comprendre l'état d'esprit de ce garçon de 17 ans qui, à la sortie du collège,
voit tous ses copains aller prendre un verre, aller dans une salle de jeux vidéo ou le week-end aller au cinéma, tous habillés à la dernière mode, et pas lui. Pas lui, parce qu'il n'a pas un sou en poche. Alors comme si tous ces problèmes antérieurs ne suffisaient pas, il n'a quasiment aucune vie sociale pour un problème financier. Alors Kevin va chercher une solution et va la trouver. Et je vous l'accorde, c'est la plus stupide qu'il soit. Il va chercher l'argent là où il se trouve. Il va chercher l'argent facile. Il va racketter. Et il a racketté Michael pendant plusieurs mois. Pendant plusieurs mois, jusqu'à ce 15 mai, où, malheureusement, l'alcool aidant, où, et je suis d'accord avec monsieur le procureur, fortement incité, j'en suis convaincu, par Sonia, il va déraper et violenter Michael avec les conséquences que l'on sait. Alors j'entends monsieur le procureur nous dire que, maintenant, vu son casier, Kevin doit aller en prison. Les modalités de son envoi à la maison d'arrêt, on verra plus tard, mais il doit y aller. Je ne partage pas cette opinion et pour deux raisons. La première est d'ordre juridique. L'ordonnance du 2 février 1945, qui fonde notre droit pénal pour les mineurs, édicte un principe fort et qu'il ne faut jamais oublier. La peine de principe, pour un mineur, c'est le prononcé d'une mesure d'éducation, d'une mesure d'assistance, d'une mesure de surveillance, et ce, quel que soit l'âge du mineur, quels que soient ses antécédents judiciaires. En tout état de cause, l'emprisonnement ne doit être envisagé qu'en dernière extrémité. Deuxième raison, Kevin, et je le répète, a déjà passé 2 mois en détention provisoire. Et je puis vous l'assurer, Kevin a retenu la leçon, si toutefois on veut bien s'accorder sur le fait que la prison présente quelques vertus pédagogiques pour un mineur. En tout cas, Kevin a payé. Kevin a payé, et ce d'autant plus que je l'ai vu à la sortie de la maison d'arrêt. Ce n'était pas le Kevin arrogant, fier des débuts. J'ai retrouvé un garçon de 17 ans abattu, marqué, physiquement, psychologiquement. Alors le renvoyer dans un quartier des mineurs totalement désorganisé et peu propice, le mot est faible, à l'éducation. Renvoyer Kevin dans un milieu carcéral qui reproduit, et nous le savons tous pertinemment, le milieu délinquant de la rue, renvoyer Kevin ce soir ou dans quelque temps à prison d'arrêt me semble être la pire des solutions. Alors écoutez, monsieur le procureur, Kevin a son avenir entre ses mains. Il va avoir son avenir entre ses mains, mais quelques secondes après la fin de ma plaidoirie, en fonction de son comportement. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas accepter que l'on balaye d'un revers de main en 10 secondes tout le travail entrepris par Kevin, aidé par ses éducateurs, depuis les quelques mois qu'il a passés dans le centre de placement ou le centre d'éducation renforcée. Vous l'avez entendu de la bouche de M. Martin. Ce n'a pas été facile au départ. Mais Kevin a réussi à se plier à une certaine discipline. Il a commencé à s'intéresser aux cours. Et surtout, il s'est épanoui au sein de ce centre, à l'aide d'une activité, le parachutisme. Alors certes, j'en conviens, le parachutisme, ce n'est pas un projet d'avenir, c'est un loisir. Mais lorsque Kevin saute en parachute, ses éducateurs le voient. Il n'est plus sur la défensive. Il est à l'écoute. Il se plie aux règles. Et là, ses éducateurs ont l'impression qu'il y a matière à faire quelque chose. Que Kevin n'est pas destiné à sombrer définitivement dans la délinquance. C'est pourquoi renvoyer Kevin en prison, ce serait mettre à mal tout ce travail entrepris. Aussi, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, je vous demanderai instamment de ne pas renvoyer Kevin en prison, de peut-être prononcer une peine de prison ferme, mais en tout cas qui n'excède pas le temps de détention déjà effectué, et surtout de ne pas révoquer les sursis que Kevin a au-dessus de la tête, afin qu'il puisse poursuivre ce processus de réinsertion déjà fort bien engagé. Je vous remercie. Merci, maître. Les 3 jeunes, vous vous levez. Je vais vous donner la parole comme prévu. C'est vous qui avez le dernier mot. Sonia, as-tu quelque chose à ajouter à ta défense? J'aurais aimé présenter encore une fois mes excuses à Michael. Tu peux te tourner vers lui pour lui présenter tes excuses.
Non, c'est trop dur. Ahmed. Monsieur le Président, j'ai qu'une chose à dire, c'est encore une fois de plus, je suis innocent. Merci. Kevin. Ouais, je vais vous faire plaisir, je vais vous dire que je reconnais la connerie que j'ai faite. Ça c'est sûr, mais je regrette en aucun cas de l'avoir fait. Tu la reconnais, mais tu ne la regrettes pas. Le tribunal appréciera. Bien, les débats sont clos. Nous allons nous retirer pour délibérer. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on pratique en 3 temps, parce qu'il y a 3 situations différentes, qu'on examine d'abord le cas de Sonia, puis ensuite celui d'Ahmed, et puis ensuite celui de Kevin, qui est le plus compliqué quand même. Alors, pour Sonia, quel est votre point de vue? Je vous rappelle les réquisitions du procureur, une mesure de réparation. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je dirais que je ne sais pas ce que peut être une mesure de réparation, pas par pure ignorance, mais dans son cas précis. Quelle réparation peut-elle apporter en direction de la victime, bien sûr, du petit Michael? Il y a 2 types de réparation, des dommages et intérêts, bien sûr, mais ça, oui, quoi qu'il arrive, elle n'y échappera pas. Oui. La deuxième réparation, qui est la sanction pénale, qui serait, par exemple, de lui présenter ses excuses, d'une manière qui soit, je veux dire, bien sentie. Alors, ça peut être une lettre d'excuses, ça peut être d'organiser une rencontre entre Sonia et ce garçon qui a été en son temps un copain d'école. Oui, il faut qu'elle soit solennisée, cette excuse. Elle le sera avec l'aide d'un service spécialisé, oui. Oui, sinon, elle n'aurait pas de... elle le sera. Bon, d'accord. Alors, ça éclaire ma lanterne. La question est de savoir si c'est adapté à la situation, parce que c'est quand même une jeune fille qui, pendant plusieurs mois, admettait-elle, a raquetté ce garçon, qui était un ancien copain de classe, et deuxièmement, qu'il l'a cogné, et sérieusement cogné, puisqu'il ressort des témoignages de Kevin ou d'autres, qu'elle a frappé, et frappé sévèrement. Donc, est-ce qu'une simple réparation est adaptée? Oui, parce que je me souviens de l'audience au cours de laquelle il a été rappelé que son copain dit qu'elle y était allée de bon cœur. Je répète ça. Alors, c'est vrai qu'elle avait 14 ans et demi, 15 ans au moment des faits, c'est vrai qu'elle n'a jamais été condamnée, c'est vrai qu'elle a présenté ses excuses, donc c'est vrai aussi que elle est plutôt bien barrée, c'est-à-dire qu'elle a quand même bien réagi. Oui. Il n'empêche que c'est des faits particulièrement graves. Oui, je crois qu'il faut marquer le coup pour ça. Oui, moi aussi je pense que là, il faut marquer le coup. Et la mesure de réparation me paraît pas suffisante. Il y a une manière de s'en sortir. C'est dans l'esprit du procureur de la République, il veut qu'il y ait quelque chose qui soit dans l'ordre du faire. La solution technique pourrait être la suivante. C'est qu'on prononce une peine de prison, parce que ça vaut une peine de prison, mais qu'on lui accorde le sursis, et qu'on dise qu'elle n'exécutera pas cette peine si, dans un délai de temps, 18 mois par exemple, elle exerce un travail d'intérêt général. Vous vous rappelez qu'elle a accepté d'exercer un travail d'intérêt général. Et ce travail d'intérêt général, j'allais dire, peut quelque part être dans le registre d'une réparation sociale, et pourquoi pas s'accompagner avec l'éducateur qui va s'en occuper d'une excuse auprès du jeune. Donc ma proposition, ça serait par exemple 2 ou 3 mois de prison avec sursis et un TIG, un travail d'intérêt général, par exemple de 120 heures à effectuer dans un délai, disons, d'1 an, 18 mois. Elle pourra, j'allais dire, dans le cadre de ce travail d'intérêt général, au passage, l'éducateur qui va s'occuper d'elle pourra aussi veiller à ce qu'elle présente ses excuses. Donc si vous êtes d'accord, on en reste là? Oui. Qu'est-ce qu'on dit, 2 mois, 3 mois? 2 mois pour ce qui me concerne. 3 mois. 3 mois. 3 mois pour moi, donc ça fait 3 mois. Hein, vous savez quand... Bon, donc 3 mois, 120 heures de travail d'intérêt général à effectuer dans les 18 mois. Allez, on passe maintenant au cas un petit peu plus difficile d'Ahmed. Alors la question qui est posée, c'est coupable ou pas coupable? Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai mon point de vue, mais comme d'habitude, vous me connaissez, je vous le dirai en dernier. Je ne me ferai pas avaler n'importe quoi non plus. Je trouve qu'il n'y a pas de preuves suffisantes. Les faits n'ont pas été suffisamment prouvés pour qu'il soit condamné. Donc moi, je prononcerai une relaxe. Ce qui me trouble, c'est qu'il y a eu quand même, semble-t-il, un règlement de compte, un contentieux entre Sonia et lui. Sonia a-t-elle menti Et là, je suis d'accord avec vous. Il y a eu sûrement un contentieux, soit avant, soit après, puisque soit elle a menti initialement, soit il a fait pression sur elle après. C'est ça, on n'a pas la chronologie. Vous négligez quand même un élément qui est un élément essentiel, c'est la parole de Michael. Et Michael n'a jamais démordu du fait que, de son point de vue, Ahmed était dans cette histoire. Alors après, effectivement, comme c'est un garçon honnête et fragile, puis on peut quand même aussi penser qu'il a un petit peu peur, comme tout témoin d'ailleurs, et comme souvent dans ce genre d'histoire, il admet qu'il pourrait se tromper. Mais il est quand même, contrairement à ce que son avocat a dit, il n'a pas dit qu'Ahmed n'était pas là. Il dit « je pense que c'est lui ». Maintenant,
en honnête homme, je dirais, en honnête jeune homme, ou en honnête victime, il dit à 90%, 95%. Donc il y a quand même le témoignage clair et net de Michael, et d'entrée de jeu Sonia, à qui on n'a pas brûlé la plante des pieds, qui met en cause son petit camarade. Je vous rappellerai enfin, de l'autre côté, que lorsque, et vous-même avez posé la question pendant l'audience, lorsqu'on demande à ce garçon de dire où il était, alors bien sûr, il ne peut pas prouver où il était. Vous-même, en telle circonstance, ne pourriez pas toujours prouver où vous étiez. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne nous a pas donné le moindre sentiment de faire le moindre effort pour tenter de... Alors il essaye de jouer sur cette idée. Tant que vous n'arrivez pas à prouver d'une manière mécaniste et à 100% que je suis coupable, c'est donc que je suis innocent. Dernier élément, quand même, il se retrouve confronté à des faits qu'il a déjà commis, et ce n'est pas des choses, ce n'est pas le petit saint dans la bergerie. Moi, de mon point de vue, il est coupable. Et on est dans une situation où, classiquement, il y a une pression qui est faite sur un témoin, et j'allais dire une atmosphère qui règne sur la victime pour, j'allais dire, faire en sorte que le coupable ne soit pas condamnable. Bien, eh bien, écoutez, on a votre point de vue, donc vous estimez que la preuve n'est pas rapportée. Moi, je pense que la preuve est largement rapportée. Comme dit l'autre, la décision pèse sur vous. Alors, en sachant, quand même, clair sur les conséquences, si on décide qu'il est coupable, compte tenu de son casier passé et la gravité des faits, il a fait l'objet de plusieurs condamnations. Ce sera quelque part une peine de prison, c'est clair. Mais bon, pour l'instant, coupable ou pas coupable, de votre point de vue? Coupable. Donc, on part du principe qu'il est coupable. Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on applique comme peine? Il a un casier, il a un sursis. Vous vous souvenez, mars de l'an dernier, condamnation pour admonestation. Ensuite, en septembre, pour des faits de violence et de racket, 8 jours d'emprisonnement avec sursis. Puis en novembre, pour usage et cession de stupéfiants, 4 mois d'emprisonnement avec sursis, mise à l'épreuve 2 ans. Donc la question, elle est simple. Est-ce qu'on le condamne à une peine de prison? Il y a combien? Je ne pense pas que vous vouliez révoquer le sursis mise à l'épreuve. Non. Mais automatiquement, notre décision va révoquer le sursis simple. Le sursis il y aura déjà 8 jours à faire. Oui. Les faits sont graves. Qu'est-ce que vous proposez comme sanction? 2 mois. 2 mois ferme. 2 mois ferme. Moi, je trouve, à partir du moment où il est coupable, effectivement, il faut qu'il soit sanctionné relativement sévèrement. Cependant, l'éducateur a quand même trouvé une évolution assez favorable à son sujet, des résultats scolaires en amélioration. Il a commencé un sport qu'il passionne, le judo notamment. Il a un projet qui est celui de devenir éducateur sportif. Enfin bon, il est sur une voie ascendante apparemment. Est-ce qu'il faut couper ça Ça, c'est la question qui nous est posée. Et voilà. Votre réponse, c'est quoi? Ma réponse, ce serait plutôt de ne pas couper et de lui donner une peine, effectivement, mais minimum de manière à ce qu'il puisse reprendre ce cursus rapidement. Ok. Et est-ce que vous, est-ce que vous souhaitez qu'il aille en prison, très concrètement? Pour l'instant, il n'y est pas allé. Il a commis, puisqu'on dit qu'il est coupable des faits d'agression, il n'est pas allé en prison. Il a un passé qu'on connaît, on sait qu'il a évolué depuis. Mais est-ce que vous souhaitez qu'il aille séjourner quelque temps en prison? Alors, très longtemps, sûrement pas. Je crois qu'on est quasiment tous d'accord. On est tous d'accord. Alors, vous proposez quoi, vous proposez 2 mois ferme, c'est ça? Oui. C'est ça votre... Oui, quand même. Vous êtes à 2 mois ferme? 2 mois, non, 1 mois avec sursis sur ces 2 mois fermes. Alors, moi je pense qu'il faut aussi être au niveau de la symbolique. On est sur des faits qui sont graves. Je rappelle qu'au départ, la sanction qui est encourue est de plusieurs années de prison, 5 ans de prison. On a des jeunes, en l'espèce, celui-ci, Ahmed, si on le retient pour coupable, il a 16-17 ans. Donc il faut trouver quand même des peines qui sont adaptées à ces circonstances. Donc je pense que 2 mois, on est sur une base relativement faible. Bon, je me rallie à votre position, mais dans d'autres circonstances, dans d'autres lieux, ce serait du 4 mois, 6 mois de prison ferme, avec le casier qui est le sien, c'est-à-dire déjà 3 condamnations. Là, honnêtement, de l'extérieur, c'est une décision qui sera prise comme étant relativement légère, dans la mesure où on le tient pour coupable. Il me semble que la peine de 2 mois de prison ferme, dont l'aménagement peut être discuté avec le parquet, répond à votre point de vue. Pour dire la vérité, répond moyennement au mien. Je pense qu'il fallait punir plus sévèrement. Mais bon, on est obligé de rechercher un consensus. On est d'accord? On est sur 2 mois de prison ferme. Ok, allez, on va revenir au cas le plus délicat, qui est celui de Kevin. Alors, il y a au moins une certitude, c'est qu'il est coupable. Il est coupable des faits qui sont On ne va pas en délibérer 3 heures. Aussi bien du racket
Que des violences. Que des violences, tout à fait. Alors, ce qui choque, bien évidemment, c'est son comportement, le moins qu'on puisse dire, pas dilettante, le mot n'est pas exact, mais de provocation. Parce que c'est... Oui, ça frôle Oui, d'insolence, quand même. Il faut bien employer les mots qu'il faut. D'accord. Alors, premier réflexe, c'est de dire qu'il y aurait deux personnages. Celui qui nous a été présenté comme ayant eu des gros problèmes quand il était enfant et comme évoluant très très bien à travers le CER, le CEPI dans un premier temps, le CER aujourd'hui. Et puis celui qui est insolent à l'audience. Et apparemment, il y a une contradiction entre les deux représentations que donne l'éducateur et la représentation que lui-même donne. Bon, de mon point de vue, c'est le même personnage. C'est celui qui a bien évolué au CER, mais qui nous l'a fait provoque, parce que quelque part, il veut montrer que c'est un dur. Oui, c'est ça, il joue un rôle. Il joue un rôle. Alors le problème est de savoir si on tombe dans son panneau. Parce que si en jouant de la provoque, on lui donne une prime, c'est quand même un peu fort de café. Alors, qu'est-ce que vous en penseriez alors? Qu'est-ce que ça vaut comme sanction? En d'autres termes, la question qui nous est posée, c'est quelle peine de prison prononce à son égard avec le problème des sursis qui peuvent être révoqués, pas nécessairement, mais qui peuvent l'être. Et une deuxième question qui est posée, c'est celle que le procureur posait lui-même, qui est celle de savoir si nous prononçons une peine de prison, et notamment une partie ferme, sachant qu'il est déjà allé en prison 2 mois, est-ce qu'on ordonne l'exécution immédiate avec un mandat de dépôt à l'audience? Voilà les deux questions qui nous sont posées. Ça serait peut-être un électrochoc, cette solution-là. Oui, moi je serais assez d'accord avec ma collègue. Je crois qu'il faut là vraiment marquer le coup et donc, oui. Alors, mandat de dépôt à l'audience, moi je crois. Je vous propose. Alors, ok, j'ai entendu. Bon, je vous propose, on va laisser ça pour la fin, on va le revoir tout à l'heure. Arrêtons-nous quelques instants quand même sur le quantum de la peine. Alors, je vous rappelle que le procureur demande 9 mois. Oui, monsieur le procureur. Vous avez vos notes. 9 mois. 6 mois ferme. 6 mois ferme, donc 3 mois avec sursis. Sachant qu'il a déjà passé 2 mois en prison, donc le procureur souhaite qu'il y retourne 4 mois. Si on est clair. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que d'abord, 9 mois, ça vaut ce qu'il a fait, le racket et le passage à tabac? Est-ce que le procureur vous semble dans le... Je me rangerai en réquisition du procureur. 9 mois. Oui, compte tenu de son passé, je crois que c'est correct. Bon, 9 mois. Ok, on est d'accord sur le principe. Alors maintenant, quelle peine est-ce que vous souhaitez qu'il retourne en prison? Apparemment, si vous dites que vous voulez qu'il y aille ce soir, c'est que vous êtes d'accord. Oui, bien sûr. Alors pour combien de temps? Parquet demande donc qu'il y retourne, je disais tout à l'heure, j'ai oublié le chiffre, qu'il y retourne 4 mois. 4 mois, oui. Alors, il a bien évolué. Il a évolué, c'est vrai, son éducateur est venu le dire. Son éducateur est très optimiste. Oui. Je pense que s'il arrête de faire le couillon comme il le fait, faire la provoque à l'égard de tous les adultes, il peut s'en sortir. Il a les capacités pour s'en sortir. Il a les capacités, c'est un garçon. Il accepte aujourd'hui une scolarité qu'il n'acceptait pas, il accepte de communiquer. Il ne faut pas être inquiet pour lui. Donc il faut qu'on lui fasse passer cette idée qu'à la fois on n'accepte pas ce qu'il a fait, d'abord ce qu'il a fait, qu'on n'accepte pas sa provocation, mais qu'on est quand même optimiste pour son avenir. Pour son avenir, ça veut dire aussi au passage qu'il ne faut pas le laisser trop longtemps en prison. Oui, sûrement. Oui, il faut que la peine... Moi, je le verrais bien retourner 2 bons mois en prison. Oui. 2 mois. Oui, moi aussi. Alors, attendez, il faut aussi qu'on tienne compte des sursis. Il y a des sursis. Ah oui, il a combien de sursis sur la tête? Il a, attendez, voilà. Il a 2 condamnations, donc 15 jours d'emprisonnement avec sursis, donc il va avoir les faire. Donc si nous disons 2 mois, ça sera 2 mois plus 15 jours. Bon, je pense que vous ne voulez pas qu'on révoque le sursis mis à l'épreuve. Bon, alors ce que je vous propose, si vous voulez, c'est qu'on prononce une peine de 9 mois, dont on veut qu'il fasse en tout cas, donc 5 mois avec sursis. Oui. Donc 5 mois avec sursis. Comme il en a déjà fait 2, il en a encore 2 à faire. Mise à l'épreuve. Mise à l'épreuve. Mise à l'épreuve. Ça me paraît indispensable. 18 mois. On ne révoque pas le sursis mis à l'épreuve, mais automatiquement le sursis simple va être révoqué. Alors maintenant, mandat de dépôt à l'audience. C'est ce que vous disiez tout à l'heure? Oui. Ok, pour marquer il faut marquer le coup. Bon, il va falloir prévenir vite fait, bien fait la greffière qu'elle prépare tout ça. Chercher la garde, parce qu'il faut là plus que jamais qu'il y ait une garde qui soit là pour l'emmener. Parce qu'il risque de réagir et de ne pas apprécier la plaisanterie. Enfin, on va lui expliquer. Bien, il nous reste une dernière chose, mais c'est une formalité. Il faut bien sûr admettre la conscience de partie civile de Michael, plutôt des parents au nom de Michael. Je crois qu'on va accorder une provision. Bon, il nous a demandé 15 000 francs personnel, et puis 5 000 francs pour payer l'expertise, je crois qu'il n'y a pas d'état d'âme à avoir, et puis on va désigner le docteur Langlade, je crois que c'est pour examiner, on va lui donner un délai de 3-4 mois,
hein, Oui. 3 mois pour procéder à Pour l'examen. déposer son rapport. Voilà. Bien, allez, je vous remercie. Bien, asseyez-vous, les jeunes, vous vous levez. Bien, le tribunal va vous donner connaissance de sa décision, puis ensuite quelques mots de commentaire. Alors, Sonia, le tribunal estime que tu es coupable des faits qui te sont reprochés et en répression te condamne à la peine de 2 mois d'emprisonnement. Il dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine si, dans un délai de 18 mois, tu accomplis la peine de 140 heures de travail d'intérêt général. Pour toi, Ahmed, le tribunal estime que tu es coupable des faits qui te sont reprochés et le tribunal te condamne à la peine de 3 mois d'emprisonnement. Pour toi, Kevin, le tribunal estime que tu es coupable des faits qui te sont reprochés, il te condamne à 9 mois d'emprisonnement et te fait bénéficier du sursis pour 5 mois. Tu seras mis dans la situation d'un sursis mis à l'épreuve pendant 18 mois. Cette mise à l'épreuve sera exercée par le CEAT, c'est-à-dire l'équipe éducative du tribunal pour enfants de cette ville, avec une triple obligation, une obligation de soins par rapport à l'alcoolisme et la toxicomanie dont parlait monsieur le procureur, l'obligation d'indemniser la victime et bien sûr de ne pas rencontrer la victime. Voilà les décisions qui ont été prises sur le plan pénal. Bien sûr, sur le plan civil, là encore, le tribunal est amené à se prononcer, donc il accepte la conscience de partie civile des parents du jeune Michael et lui alloue d'ores et déjà une somme de 20 000 francs à titre de provision, 15 000, dont 5 000 francs pour l'expertise médicale en désignant le docteur Barouin pour procéder à cette expertise. Vos parents sont tenus pour solidairement responsables des dommages et intérêts que vous aurez à payer. Voilà l'ensemble de la décision qui est prononcée, avec cette particularité que j'allais oublier mais qui est essentielle pour Kevin. Le tribunal ordonne l'exécution immédiate, c'est-à-dire que tu seras incarcéré dès ce soir. Alors, 2 brins d'explication. Sonia, les faits qui te sont reprochés sont graves, mais compte tenu de ce qui a été dit pendant l'audience, le tribunal a bon espoir que tu ne te retrouveras pas à nouveau mêlé dans ce type d'histoire. Il faut que tu payes, que tu répares, c'est ce qui va être fait. Pour toi, Ahmed, le tribunal estime que tu as été de mauvaise foi, que tu n'as pas voulu assumer tes responsabilités. Il estime qu'il y a dans toute cette affaire des éléments évidents de ta culpabilité. Tu as cherché à faire pression sur les uns et sur les autres et tu n'assumes pas ta culpabilité. Pour toi, Kevin, tu n'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même. Quand on vient nous dire que tu évolues bien et que tu ne prends pas conscience de la gravité des faits que tu accomplis, il fallait que tu sois renvoyé à l'application de la loi. Donc c'est une décision à ton égard qui est sévère, mais qui correspond à ton attitude. Ça ne veut pas dire que c'est une décision seulement tournée vers le passé. On est optimiste, on pense que tu peux t'en sortir. Donc à toi d'assumer ta responsabilité. Je vous rappelle aux uns et aux autres que vous avez un délai de 10 jours pour faire appel. Pour toi, j'ai oublié de dire, Ahmed, que le fait que nous prononcions une peine de 3 mois d'emprisonnement ne veut pas dire qu'elle sera exécutée immédiatement. Tu verras avec monsieur le procureur selon quelle modalité, s'il veut faire exécuter cette peine, elle sera exécutée. Voilà. Vous faites appel si vous le souhaitez. Cette audience est terminée.